Bonjour et bienvenue dans Endurance 30, le podcast qui a pour objectif de rendre l'information accessible à tous. J'aime recevoir des sportives et des sportifs de tout niveau, mais aussi des entraîneurs, prépa physique ou encore kinés issus d'horizons et de disciplines variées, afin d'échanger autour de ce vaste et passionnant sujet. Je suis Nico Vandel, entraîneur et préparateur physique passionné. Cette passion m'a depuis plus de 10 ans conduit à vivre tout un tas d'expériences variées, que ce soit aux Jeux Olympiques, auxquels j'ai pu participer 3 fois en tant que staff de l'équipe de France de ski nordique, en accompagnant des débutants pour leurs premiers 10 km, des trailers dans leur quête d'ultra, ou encore des athlètes pros dans leur préparation physique. J'aime les choses simples, faites avec conviction, passion et enthousiasme. C'est ce que j'essaie de transmettre dans Endurance 30 en invitant d'autres passionnés. Je me considère comme un artisan plus qu'un ingénieur de la performance. Dans cette optique de transmission, je suis également auteur du livre La prépa physique de l'endurance et propose une formation en ligne, Endurance pragmatique, pour les kinés, entraîneurs et pratiquants passionnés, des articles gratuits ou encore des programmes clés en main si vous débutez. Vous pouvez découvrir tout cet écosystème sur mon site internet agile-training.club. Afin d'être totalement indépendant, ce podcast ne sera jamais monétisé ou sponsorisé par une marque de nutrition ou de matériel par exemple. Aussi, je compte sur vous pour contribuer à son développement en le partageant et en mettant 5 étoiles s'il vous a plu. Ça incite à continuer. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Endurance 30. Aujourd'hui, j'ai un épisode spécial avec deux personnes que moi je considère comme des pontes, c'est un grand mot, mais des personnes de grande valeur dans leur préparation physique. Loïs Robin Monaco, que j'ai déjà reçu malheureusement déjà 2 fois, donc c'est la 3e. Et Romain, où c'est le plaisir de recevoir la première fois, même si on a souvent des échanges. Ils vont s'introduire et se présenter eux-mêmes, mais c'est 2 personnes vraiment de qualité là-dedans et qui m'ont beaucoup influencé. C'est pour ça que je suis content de les recevoir en même temps. Alors Loïs, je le partage assez souvent, et Romain, je l'avais dit que en privé. Mais je pense que ces articles sur le gainage, j'ai dû lire le premier, le contrôle moteur, ça devait être en 2017, dans ces années-là, je pense. C'est des gens qui m'ont beaucoup aidé, même quand je ne les connaissais pas, en fait, finalement, à affiner mon système d'entraînement. Donc, je suis très heureux de les recevoir. Et on va faire honneur au petit nouveau. Tiens, Romain, je te laisse te présenter. Mais écoute, déjà, merci Nico pour l'invitation, c'est cool. Je te retourne l'influence parce que je lis pas mal de choses que tu publies et moi qui suis un novice ultime dans l'endurance pure, c'était une bonne source d'information pour moi. Et puis en plus, dans notre milieu francophone, tu partages énormément, donc c'est super cool et c'est top pouvoir avoir des échanges. Donc je suis très heureux d'être là. Pour me présenter, je m'appelle Romain Guérin, j'ai bientôt 37 ans et ce qui les intéresse ici, c'est moi je suis préparateur physique dans le rugby pro depuis ça fera 15 ans bientôt et je suis actuellement en poste au FCG à Grenoble. Donc voilà, en tant que ce qu'on appelle responsable de la performance, donc je m'occupe du pôle de préparateur physique du club. Voilà pour la petite présentation rapide. Eh bien, Loïs, allons-y. Ok, écoute, bonjour déjà. Donc Loïs Robin Monaco, je suis dans la région de Nice. Je suis préparateur physique depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Actuellement en poste à l'Olympique Nice Natation, donc avec un groupe élite entraîné par Fabrice Pellerin, que tu as reçu aussi, Nico, je crois. Ouais. Et j'ai la chance de travailler avec ce grand monsieur de l'entraînement de la natation qui a gagné plus d'une dizaine de médailles aux Jeux Olympiques. Et puis à côté de ça, j'ai un petit travail de recherche perso que j'aime bien, sur lequel j'aime bien partager, sur la programmation de l'entraînement en général. Et je travaille aussi avec Strong First sur le développement de l'école de force, orienté sur le kettlebell, la barre et le poids de corps. Et puis comme on était aussi sur partager un petit peu sur les travaux des autres, je tenais à dire aussi que je partage souvent l'article de Romain sur le coup, qui en général, tu vois, je travaille avec des boxeurs, avec certains athlètes dans le privé aussi, et je trouve que c'est un article qui est très bien fait. Et puis pour le coup, sur ton bouquin, Nico, quand on me demande des bouquins, ne serait-ce que sur la programmation de l'entraînement, toute l'approche que tu as sur les savoir-faire,
c'est aussi des choses que je partage. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous deux, les gars. Alors, ce que vous ne savez pas encore, c'est que ça ne sera pas forcément un plaisir pendant l'épisode parce que pour les gens qui ne le savent pas, ils ne connaissent pas le thème de l'épisode. Ils savent que c'est un cas pratique à la con. Et on va regarder ensemble et je vous explique à vous, enfin vous, je l'ai un peu dit, mais aux gens, pourquoi on fait ça. Parce que vous êtes deux personnes qui êtes vraiment calées dans le domaine de l'entraînement. On ne va pas le rester dans la préparation physique. Et je trouve que moi, dans ma construction aussi, j'ai toujours beaucoup progressé quand j'avais des avis de gens qui n'étaient pas issus du milieu. Parce qu'il y a sûrement des points communs, il y a des choses auxquelles on ne pense pas quand on est dans le guidon. Donc c'est super bien. Et pour résumer, en fait, deux choses, c'est que vous êtes expert dans l'entraînement et sans faire offense, je pense qu'on a Romain qui est un méga spécialiste justement dans le domaine du rugby, même s'il a d'autres compétences, mais c'est un spécialiste du ciblage dans ce domaine-là et le rugby, c'est une discipline où la préparation physique, elle est quand même je pense que ça fait office de référence de mon point de vue, en tout cas sur les méthodologies. Et Loïs, je trouve, et c'est un compliment aussi, un spécialiste du généraliste, où il est capable aussi de s'adapter à beaucoup de situations. Ce qui ne veut pas dire que Romain ne s'adapte pas et que Loïs ne pourrait pas être spécialisé sur un point particulier, mais c'est des profils qui sont complémentaires et justement, ça peut être intéressant. Et vous n'êtes pas non plus novice dans l'endurance, puisque Romain a terminé un triathlon il n'y a pas si longtemps que ça, donc il faut quand même le souligner. Et Loïs a aussi de l'entraînement de trailer aussi, donc c'est pas totalement novice en tout cas, mais je sais pas si cette présentation-là vous va pour résumer un petit peu le contexte. Ouais, c'est top. Nickel. Ouais. Et ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour les gens qui nous écoutent, l'épisode, peut-être qu'il va sortir en vidéo parce que je vais partager certains visuels. Peut-être qu'il ne sortira pas. Mais ceux qui ne veulent pas scoltiner la première partie où il n'y a rien de partagé et voir que nos trognes, je mettrai la minute ou à partir du moment où les choses sont partagées dans la description. Donc, en fait, je voulais vous réfléchir sur un cas pratique. Tout le monde voit ce que c'est que l'UTMB. Vous aussi. Ou à la tête, peut-être qu'elle va le partager. Donc, l'UTMB, qui est donc une course de 174 km et 9900 mètres de dénivelé positif, est donc qui, normalement, pour refaire le contexte, il y a une course au point pour se qualifier. Il faut aller prendre des running stones, surtout que depuis que Ironman a racheté, tu vois bien, il faut quand même faire des courses labellisées pour faire entrer la moula, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, il y a des courses qualificatives et souvent, les gens, il faut avoir plein de stones, c'est comme la chasse aux Pokémon, pour avoir le droit de participer. Et avec une running stones, généralement, personne n'est tiré au sort. Comme vous en doutez, le cas qu'on va voir a été tiré au sort avec une seule running stones. La course la plus longue qu'il avait fait dans sa vie faisait 80 km en trail. Et donc, il a été tiré au sort en janvier. Donc, c'est le cas de Thomas. Et donc, l'enjeu, c'était de lui faire prendre le départ de l'UTMB déjà, parce que les prépas sont longues, et de lui faire terminer l'UTMB. Je vous donne quelques éléments et on ira un petit peu point par point. En fait, c'est pour avoir votre philosophie. Donc, il a terminé l'UTMB, en l'occurrence, Thomas. Pas si mal que ça. Il fait 122e en 28h30. Donc, ça fait une belle, un bon chrono. Bon, c'est un copain, sinon, j'aurais pas pris le projet, hein, je tiens à le signaler, qui était en équipe de France de combiné nordique il y a quelques années. Donc, il a quand même des bonnes qualités de base. Je ne vais pas vous dire que j'ai un génie avec lui, mais en tout cas, pour situer un petit peu le contexte, voilà. C'est un projet comme ça, et c'est justement dans les cas comme ça que on se pose des questions sur ce qu'on fait habituellement. C'est pas forcément toujours applicable. Donc, ce que je vous propose de faire, si ça vous va, bien évidemment, c'est de vous poser la question sur dans un premier temps, l'approche générale. Quand on vous dit ça, dans 6 mois, il y a cette course-là, il n'y a pas d'expérience. Comment, si on parle un peu de… Oh, putain, ça prend des notes de partout, ça me plaît. Quand on parle de planification, en tout cas d'état d'esprit et de philosophie pour aller jusqu'à l'UTMB, comment vous verrez les choses? Et ce que je vous propose dans l'ordre, on va alterner une fois sur deux. Romain s'est présenté en premier, donc je vais donner à Loïs la parole pour les grandes lignes, de l'entraînement. Quel état d'esprit tu aurais par rapport à ça pour l'accompagner jusque-là? Alors, donc on a 6 mois. Là, j'aurais d'abord deux questions. Enfin, j'ai deux réflexions. La première, c'est quand il a fait les 80 km, est-ce que c'était un volume acquis ou est-ce que c'était un volume un peu affûté? Ça veut dire, je te donne l'exemple, mais il avait fait
50 au plus dans sa vie et il s'est un peu buté pour faire les 80? Ou est-ce que c'était déjà un palier sur lequel on s'était posé? Ça, c'est la première réflexion que je me mettrais parce qu'en gros, elle conditionne un petit peu mon point de départ. Et la deuxième question que je me poserais, juste d'un point de vue général, sur les 6 mois, en gros, je dirais que je vais avoir 2 phases qui vont pas forcément être de la même durée. Mais il y a une phase où je vais, on va dire, accumuler de manière générale, donc des kilométrages et du dénivelé, avec l'idée qu'à un moment, ces 174 et ces 10 000 de dénivelé, on puisse les faire dans une période donnée, c'est-à-dire, on va dire par exemple une semaine, et à partir de quelle période je vais commencer à jouer sur la densité pour faire que ça, il soit capable de l'accumuler pour que ça tienne dans une trentaine d'heures, tu vois. Donc, en gros, il va peut-être pas être capable de faire exactement ça sur 30 heures, mais je vais avoir une période où je vais accumuler tout ça et après une période où il va falloir mettre ensemble et faire en sorte qu'il soit capable de le restituer progressivement. Même si c'est pas forcément restitué ou complètement fait avant, ça a juste besoin, à mon sens, qu'au moment où il arrive à l'UTMB, ça soit peut-être 2-3 marches plus loin que ce qu'on aurait fait dans le process d'entraînement et qu'il soit sur une montée pour aller vers ça. Tu vois, c'est un peu ma réflexion globale comme ça, à brûle pour point, si je puis dire. Je note la réflexion et j'irai dessus. Et j'aurais dû commencer par autre chose. C'est quelle question vous avez, oui, sur sur son profil, etc. Donc, Romain, tu peux aussi aller là-dessus, évidemment. Moi, la première question, c'est quoi son objectif? Parce que pour moi, qui ne suis pas expert de l'endurance, je me pose toujours 2 choses. Tu vois, bien sûr que j'ai entraîné rapidement des gens. J'ai ma femme qui prépare un marathon, tu vois, en ce moment, par exemple. Et pour moi, l'entraînement, il est complètement différent si ton but, c'est de finir. Oui. Et dans ce cas-là, tu vois, j'ai un gros versant capacitaire. Et si ton but, c'est d'avoir un chrono. Et là, c'est pas la même chose. Et on se bat pas. Pour moi, c'est 2 philosophies d'entraînement qui, pour moi, et encore une fois, je fais offense à personne. Je suis à des années-lumière d'entraîner un mec qui fait l'UTMB. Mais pour moi, je prendrais 2 chemins qui sont complètement différents. Si l'objectif, c'est de survivre, entre guillemets, à ton UTMB, ben, tout mon focus en 6 mois, ça va être de construire une capacité de l'encaisser. Si l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un chrono qui correspond donc à une certaine vitesse, là, ça, on passe un step en termes de préparation parce qu'il faut se mettre beaucoup plus de checkpoints et valider certaines intensités avant d'y aller, quoi. Donc ça serait. Moi, je suis parti d'office sur la survie, c'est clair que ouais, mais tu vois, j'y ai pas pensé parce que je suis parti d'office sur le fait c'est son premier, il va survivre, quoi. C'est une bonne question. C'est très bien, justement, et je vais y répondre. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Ouais. Bah, c'est comme l'entraînement, finalement. Non, bah, son premier, c'est de finir. Et je suis content que Romain parle de ça aussi, parce que notamment sur les réseaux, on parle toujours des facteurs de perf, d'optimisation des vitesses, des choses comme ça. Mais le premier enjeu dans une prépa ultra trail, UTMB ou pas UTMB, pour moi, c'est déjà d'être au départ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pètent pendant la prépa en faisant trop. Donc, moi, mon métier, en vrai, je le résume, hein, c'est d'amener les gens au départ et les amener à l'arrivée. Après, s'ils les courent vite, mais ça, c'est valable sur un marathon hein, aussi, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, la question est très juste. Donc, son objectif, c'est effectivement de survivre dans les meilleures conditions possibles. Et le goal qu'on avait un peu les deux, c'était moins de 30 heures, ça ne paraissait pas inenvisageable. Il ne fallait pas qu'il s'oublie, mais en gros, il y avait cette petite notion. Mais voilà sur ça, tu vois. Et Romain, tu as une question, je vois à la tête ou Ouais. Ouais. J'ai une question. Je vais être paraître bête, mais quand on parle de 30 heures sur un ultra trail comme ça, c'est non-stop. Où le mec il cale 2 micro-siestes d'1 heure à un ravito, ou c'est là je suis novice total. C'est très variable. Et lui, de mémoire, je crois qu'il s'est arrêté en cumul sur les ravitaux 1h10, 1h20. Donc on parle de 30 heures non-stop. Il y a la privation de sommeil à rentrer en jeu. Ouais. Parce que ça s'entraîne aussi. Juste pour ref, c'est Nico, pour ça que tu peux nous rappeler les refs des meilleurs quand ils bouclent le truc à peu près. 19 et On se fasse une idée, tu vois. Ouais, 19 cette année, ouais. 19,
C'est des extraterrestres. Hein. Et après, Ah ouais. mais déjà, dans le top 10 ou 30, tu passes plutôt à 21, 22, tu vois. Euh, mais déjà, en vrai, finir un UTMB, c'est quand même déjà un truc. Dont moi, j'ai pas la capacité personnelle, par exemple, parce que j'ai pas câblé mentalement. Mais ça, on y reviendra on reviendra pas sur moi. Mais tu vois, c'est un process vraiment à part. Et c'est un autre monde. Et les siestes, par exemple, ça s'entraîne à se faire, et il y en a qui ont besoin de le faire, il y en a qui n'en ont pas besoin. Et bref, mais c'est bien que tu parles de ça. Et pour en revenir avec Loïs, parce que c'est aussi sur son profil, c'est sur son 80 qu'il avait fait, donc il avait fait la tranche du trail, donc pas dans les Alpes l'année précédente, euh, qu'on avait préparé, qui s'était bien passé et tout. Il avait fait quatrième de la course. Alors, c'est pas quatrième du TMB, quatrième de la tranche du trail, mais il s'était bien passé, mais à la fin, il en avait chié à le finir. Et son expérience précédente, un peu longue, on l'avait fait ensemble. On était jeunes et fous. Alors lui, il est bien plus jeune que moi. On avait fait un 60 bornes et 5000 de dénivelé il y a 7-8 ans, qu'on avait préparé en 2 mois. Donc, comme vous en doutez, ça s'était fini, mais ça s'était pas très bien fini. Enfin, c'était compliqué pour nous deux. Mais en gros, voilà, il n'a pas un gros passif justement là-dessus. Et en fait, pour terminer l'anecdote, il devait faire la CCC, qui est la course des 100 km de l'UTMB l'année précédente. Et il a fait accident de scooter avec trauma crânien quelques temps avant, donc il n'a pas pu le faire. Donc c'est vrai, ce que je précise pas, c'est qu'il a repris l'entraînement, l'activité physique début d'hiver 2024. Donc 8 mois avant la course d'ailleurs. Donc, ça vous aide peut-être à situer à situer un petit peu le contexte. Donc ça, c'était là, je pense que j'ai répondu un petit peu à vos questions par rapport à tout ça. Et donc, bah là, je vais laisser la place à Romain, comme ça on alterne, c'est un peu le jeu par rapport à ça. Et les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a déjà plein de trucs à recevoir de votre côté, enfin, à prendre, parce que souvent, on va se mettre la pression avec les ultras, et c'est normal parce que c'est un gros projet. Et qui dit UTMB, pour moi, dit déjà 15% d'énergie en moins par défaut, tellement c'est une grosse machine et tu stresses parce qu'il va y avoir ça. Donc ça, moi, je ne suis pas là pour l'instant dire comment j'entraîne, mais je le prends en compte et je fais un entraînement minoré de manière générale par rapport à ça. Donc Romain, là, au vu de tous ces éléments, quelle philosophie générale tu as pour l'emmener justement jusqu'à son UTMB? On fera le micro plus tard, toi, mais dans le Ouais, macro. ouais. Alors, c'est très philosophique ce que je vais dire, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai pas appliqué. Encore une fois, moi, je suis très loin de tout ça. Euh, mais comment je le présenterai? Je ferais peut-être un peu l'inverse de ce que je crois avoir lu un petit peu. Moi, je construirais sa capacité à enchaîner du D+, et travailler un petit peu sur sa force et sur sa vitesse au départ pour construire du tissu. Et j'irai vers sa capacité derrière. En gros, si tu veux, si je fais simple, j'augmenterai son D+, au fur et à mesure, au départ, sans faire beaucoup de volume, mais je monterai son D+. Je calerai du travail de fractionner, à courir plus vite que l'allure de course. Tu vois, tout ça. Et une fois que j'ai atteint un certain palier, eh ben, je redescendrai et je travaillerai sur sa capacité à répéter, à tenir l'effort et à encaisser l'effort sur la durée. Avec, au fur et à mesure, je pense que tu es obligé de faire des espèces de week-end choc, 3 jours choc pour ce genre d'épreuve, parce que je pense qu'il y a une grosse part mentale. Donc au début, vraiment préparer mes tissus en allant vers l'intensité, puis au fur et à mesure amener du volume dessus. Et pas l'inverse, pas partir sur du volume et faire l'intensité derrière. Je pense que je ferais plutôt l'inverse. Et comme ça, je mettrais, tu vois, à l'intérieur, il y aurait un truc avec de la privation de sommeil, c'est sûr, pour voir comment il réagit. Donc, caler un week-end choc avec de la privation de sommeil, avec suffisamment de récup derrière pour qu'il puisse s'en remettre et que ça ne perturbe pas plus que ça sa préparation. Et puis, voilà, monter au fur et à mesure, tu vois, un espèce de truc genre 2 mois, monter le dénivelé, monter un peu les vitesses de course, puis après 4 mois où tu construis le reste, quoi, où on va vers et là où on augmenterait les volumes, on rebaisserait. Et à l'intérieur de ça, voilà, des chocs, une fois, je sais pas, toutes les 3 semaines, tous les mois, un gros volume avec de la privation de sommeil pour s'approcher au fur et à mesure un petit peu de ce qu'il va vivre.
Alors, pas en termes. Ouais, si, peut-être en termes de durée d'effort plus qu'en termes de kilométrage, tu vois. C'est-à-dire, ouais, il va se bouffer un week-end où on va faire 30 heures de sport dans le week-end. Alors, pourquoi pas y amener un peu de trucs portés pour pas le détruire, parce que le problème, c'est que si on fait une prépa où tu tues ton mec, bah, comme tu disais, il est pas au départ il est pas au départ de la course, quoi. Mais par contre, je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans ta tête bah, quand tu passes plus de 20 heures à faire du sport non-stop. Je pense que c'est très intéressant. Donc, je dirais, voilà, des intensités au départ, volume derrière, des week-end shocks, travail sur la privation de sommeil, travail sur sur voir ce qui se passe un petit peu mentalement au terme d'un effort comme ça. À ma très, très humble expérience, il va falloir gérer le côté nutrition. C'est-à-dire que est-ce que tu es capable t'entraîner à avaler toutes les calories qu'il faut? J'entends énormément de trucs où des mecs, après 10-12 heures, ils supportent plus le sucré, il faut passer au salé. Ça, si tu le sais pas, si tu l'as pas préparé en avance, ça me paraît être compliqué de le découvrir le jour de la course. Donc, c'est des choses qu'il faut régler. Est-ce que je peux continuer à manger du dur ou est-ce qu'il faut que je passe que sur du gel et du liquide? Comment je réagis? Enfin, voilà. Et tout ça, ça doit se faire au fur et à mesure de week-end choc que je ferai progressif. Voilà, je le réfléchis comme ça, hein, mais tu vois, un premier truc avec 15 heures d'effort, pas forcément en continu, hein, on pourrait faire 5 heures, 5 heures, 5 heures, puis un deuxième week-end choc avec 7, 7, 7, ça ferait 21 heures d'effort, puis et ainsi de suite, recouper de période de repos, puis peut-être celui du milieu, voilà, avec de la privation de sommeil. Je ne sais pas, inspirer un truc un peu à la David Goggins en montant les volumes, parce que si faire 70 bornes pour un mec comme ça fait peut-être un peu soft. Mais voilà, et s'approcher de ça, et puis une petite décharge en fin en fin de prépa quand même pour qu'il puisse régénérer de tout ça. Mais j'aurais pas de crainte de l'amener par contre vers du porté, tu vois, de mettre sur on va dire, le gros week-end choc, si on allait chercher 20-25 heures d'effort, de pas mettre que de la course, de caler du vélo par exemple à l'intérieur, ça me paraîtrait pas une mauvaise idée. Parce que l'idée, ça serait pas de vivre son volume de course, mais de vivre son temps d'effort. Et je pense que ça peut être intéressant, même si bien sûr c'est moins spécifique et que tu peux te permettre, par exemple, je pense en vélo, de manger plus de choses solides que quand tu cours. Mais bon, voilà, ça serait des pistes en essayant de répondre rapidement comme ça du tac au tac, c'est pas forcément évident. Mais voilà un peu les pistes que j'aurais de base comme ça. Ouais, c'est bien. Et avant de laisser la parole à Loïs, après, Romain fait une fixette sur le sommeil parce qu'il vient de nous raconter avant qu'on enregistre qu'il avait mal dormi dans le bus en rentrant de déplacement. Donc, et c'est un sadique, toi. Non, mais voilà. On y reviendra sur comment on a pu faire le sommeil. Sur les sports croisés, ce que je voulais vous dire, et c'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par là, c'est que Thomas, il a un métier, en fait, donc il travaille à Genève. Et donc, en semaine, il n'a pas un énorme volume d'entraînement. Les volumes, il peut les faire le week-end et pendant les vacances aussi. Mais bah oui, c'est pas un pro à ce niveau-là. C'est un skieur, donc l'hiver, l'hiver, on fait pas mal de ski quand même. Donc, je donne juste ça comme information. Le spoil, c'est que sa nutrition s'est très bien passée le jour J. Non pas que je sois un génie, on y viendra après, parce que j'en ai pour qui ça s'est moins bien passé, tu vois. C'est pas si évident que ça, mais voilà, en tout cas, après, je partagerai quand même une première fois à l'écran de 3 points, justement, par rapport à ça. Mais on va laisser Loïs sur la philosophie, toi, l'approche vraiment générale, complétée ou infirmée, ou fighter Romain, j'en sais rien dans quel sens vous voulez y aller, mais on y va. Ah, tu te rappelles ce que je t'ai dit avant le podcast, Nico? Je dis que je pense qu'avec Romain, on allait avoir beaucoup plus de points communs, de points de divergence. Mhm. Mais alors, tu vois, j'aime beaucoup l'approche de Romain sur le dénivelé et sur le volume. Juste, du coup, j'aurais une question. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à programmer des trailers, j'ai programmé comme ça. Donc, tu sais, sur toutes les premières progs, j'envoie la prog. Et le gars, en fait, il me dit, parce que je n'avais pas posé la question, j'étais con. Et il me dit qu'en fait, il a accès à du dénivelé que le week-end. Mhm. Et donc, du coup, tu vois, moi, j'ai Hugo qui est à Taïwan. Donc, il a un terrain de jeu extraordinaire là-bas. Il bosse dans une compagnie, donc il a un boulot d'ingénieur et tout. Donc, il peut mettre du volume dans la semaine parce que
il peut aller au boulot et revenir en vélo. Il peut caler sa sortie longue de course à pied avec du sentier, avec du goudron, avec un peu de terrain varié. Il peut caler des montées en sprint, mais il ne peut pas avoir accès à assez de dénivelé dans la semaine. Et du coup, ce qui me limitait pour mettre en application un peu ce que Romain disait, c'est qu'en fait, y a au début, quand tu commences, il n'y a qu'une quantité limitée de dénivelé que tu peux encaisser. Alors bon, en plus, Hugo, c'est pas pareil, tu vois, il a 2 enfants et tout, mais donc il peut pas se barrer 2 jours tous les week-ends. Mais du coup, on programmait une grosse sortie tous les week-ends, vraiment longue. Mais du coup, l'accès au dénivelé était plus compliqué, alors que c'est vrai que s'il a un terrain de jeu, que le gars il habite en montagne et qu'il peut aller se balader un peu tous les jours, et il peut le répartir un peu plus. Et l'autre truc pour rebondir, avant que Romain ait pensé limite à le réveiller avec des coups de taser, je m'étais dit que ça serait rigolo justement parce que je pense qu'il y a des moments où tu es un peu en perte de conscience de ce que tu es en train de faire, tu es obligé de passer en pilotage automatique. Pour un gars comme ça, que quelqu'un prenne son téléphone, lui set up des alarmes à différents moments sans qu'il sache vraiment quand ça va tomber, la nuit ou dans la journée. Et en fait, tu vois, tu es chez toi, tu étais parti pour faire une bonne nuit, 3 heures du matin, l'alarme sonne, tu mets tes baskets et tu pars faire. Pas forcément un gros truc, tu vois, parce qu'il faut que ça matche aussi tes capacités du moment, mais que tu prennes un peu l'habitude de, tu vois, t'es un peu pas bien réveillé, t'as la pâteuse, t'es pas bien, et puis tu pars faire une petite sortie. Sinon, voilà, donc en fait, il y a qu'est-ce qu'il est capable de faire dans la semaine, est-ce qu'il est capable de faire 3, 5 sorties, parce que ça joue énormément. Je pars du principe que plus il peut en faire, plus on va pouvoir mettre de choses, parce qu'en gros, on va avoir des accommodations, on va mettre des plus petites séances, mais on va mettre beaucoup plus d'accommodations au début. Donc, idéalement, je te dirais, on fait beaucoup dans la semaine, mais un peu tous les jours. Donc là, on peut encaisser un peu de dénivelé, de trucs et tout. Puis après, justement, pour avoir cet effet choc, essayer d'espacer un peu des séances où on peut mettre un peu plus dans chaque séance. Peut-être garder des petites séances tous les jours, mais qui sont des mini-récup, tu vois, des blocs de 15-20 minutes qui font aussi le volume sur la semaine. Et puis, je garde l'idée, par contre, que en fin de programmation, il faut densifier. Là où je suis plus mesuré, c'est sur la notion de décharge avant et d'affûtage. Comme je disais, je reste sur l'idée que pour limiter, en fait, non, mais tu vois, je pars d'un principe simple, c'est quand tu t'entraînes sur des choses, quand tu as une progression, on va dire logique, hebdomadaire, mensuelle sur des choses, elles sont dans ton quotidien. Donc en gros, si je te dis, en fait, si une semaine je fais 165 bornes et 8000 de dénivelé, que la semaine d'après, je dois faire 170 et 9000, et que la semaine d'après, j'ai 174 et 9009, c'est une progression logique pour moi. Et souvent, ce qu'on constate, y compris dans la natation, c'est que dans les sports co, c'est un peu différent. On les maintient quand même un peu tout le temps, mais regarde en France où on a une grosse culture de l'affûtage, on est quand même assez bon pour rater les grosses échéances, tu vois, en disant on comprend pas, on était affûté, on avait des trucs, et pourtant, et les mecs, quart de finale, ils sont trop forts, et finale, ça plante. Et je pense que c'est un petit peu à cause de ça. Donc, il faudrait, dans l'absolu, utiliser les week-end chocs avant de Romain avec différentes stratégies d'affûtage pour voir comment il réagit. Est-ce qu'il réagit à une décharge ou est-ce qu'il réagit à une continuité? C'est intéressant et justement, je partagerai aussi sa phase finale comme on l'a fait parce que c'est pas des copier-coller d'une personne à l'autre, mais j'ai la même, quand même sur des ultras, c'est quand même la même stratégie générale. Et moi, l'état d'esprit que j'ai, par exemple, sur l'affûtage, c'est en fait, c'est comment arriver à occuper assez la personne, pourquoi qu'elle bouffe tout son jus à rien foutre. Sincèrement, c'est vraiment le plus gros enjeu, et qu'elle arrive avec le moins de fatigue possible. Donc, le petit spoil, c'est qu'en fait, ils n'arrêtent pas de s'entraîner. Ils continuent tout le temps, mais on regardera comment on a fait. Mais en fait, les stratégies d'affûtage sont aussi dépendantes des stratégies d'entraînement dans la prépa. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une prog, enfin pour moi, qui a une prog linéaire, son affûtage, il va pouvoir être linéaire. Quelqu'un qui a une prog par bloc pour plein de raisons, son affûtage, en fait, il y aura toujours des blocs dans l'affûtage, sauf qu'ils vont être aussi réduits. Donc, tu vois, c'est un petit peu ça. Mais on reviendra un peu là-dessus. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous partager. Tac, afficher mon écran quand même. On le voit, sa durée par sport.
qu'il a depuis le début. Je pense que vous la voyez. Tac, ici. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, mais autant vous dire que depuis l'UTMB, il n'a rien refait. Hein. Donc il est arrivé à l'UTMB avec 396 heures, enfin 366 heures en l'occurrence, vu qu'il y a une trentaine d'heures, 3300 km tout confondu, là-dessus, hein, si vous voyez le truc, et pour 153 000 mètres de dénivelé positive. Et si on prend les volumes, et moi je rejoins beaucoup Romain et Loïs aussi sur le coup, je raisonne en nombre d'heures d'entraînement. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas le kilométrage, surtout pas en trail. En tout cas, chez les sportifs amateurs au haut niveau, on peut aller jouer un peu plus, mais là-dessus, c'est pas ça. Donc, il y a une grande majorité de courses à pied, ce qui paraît assez logique. Il y a une quarantaine d'heures de vélo, ski de rando, ski de fond, et puis de la préparation physique aussi un petit peu. On y reviendra après. Et si je descends un petit peu là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, c'est moi. Ouais, vous les voyez. Alors, la charge d'entraînement, je ne la regarde pas, surtout pas le modèle Ego Chronique. Loïc, je te rassure, hein, tu me sautes dessus, mais elle apparaît dans le logiciel. Donc, on voit la tendance sur une montée de charge. Vous voyez ce qu'on a là-dedans. Une décharge avant, et après, effectivement, le volume du mois d'août, il a déjà une course qui fait 30 heures. Donc, forcément, il y a ça qui joue. Mais pour rejoindre en termes de volume horaire, on voit la montée de charge de manière extensive. Et donc, ça rejoint, je pense que vous disiez aussi, au début, on va travailler quelque chose, et après, on va travailler la densité d'entraînement ou la consistance. Donc, ça, c'est le premier point. Ce que je peux vous partager aussi, ce qui peut être intéressant pour vous et pour les gens, si je prends, on va le prendre ici, la distance par sport, et que j'enlève le vélo, le ski de rando, le ski de fond, on a aussi ça qui va monter, donc le kilométrage mensuel, hein, pas hebdomadaire, hein, je vous rassure tout de suite, et le dénivelé, pour rejoindre là-dessus, on a même une proportion beaucoup plus élevée en fait du dénivelé qui est monté dans sa préparation, tout simplement pour des raisons assez simples, hein, c'est que plus ça allait, plus il allait longtemps et plus il allait en montagne. Hein, ça paraît quand même assez logique. Donc voilà un petit peu sur les points que vous avez vus ensemble. Et ça, j'y tiens quand même à le partager et je le partage systématiquement. Si je vais ici sur sa perception des efforts, bon, il y a 4% où il n'a pas remplacé. On a une majorité d'entraînement sur des efforts perçus qui sont faciles, qu'on appelle ça de la basse, de la haute intensité, peu importe. Moi, j'aime beaucoup la perception des efforts. Et si on l'a ici, il est en chier, le petit. Je suppose qu'il avait en janvier, c'était la reprise. On voit qu'il y a toujours cette répartition-là par rapport à ça, mais on est quand même sur une logique, certains l'appelleront pyramidale ou polarisée, peu importe comment on l'appelle, mais où c'est des dominantes d'efforts à basse intensité. Pour la consistance déjà, bien évidemment, et parce que son effort de compétition, c'est un effort qui devient difficile par la durée, mais qui n'est pas difficile en soi par l'intensité cardiaque. Donc ça, c'est le premier point. Et avant de revenir dessus, je vais aller sur son programme si mon logiciel le veut bien. OK. Et ça va permettre de rebondir sur ce que vous avez dit aussi au début. On va aller à partir d'avril plutôt. Avril ici. Donc sur ce que disait Romain, vous voyez à l'écran là, ouais, ce que j'appelle Prométhée, mais peu importe les noms de protocole, il n'est pas dans le bouquin, celui-là, c'est du fartlek. C'est-à-dire que c'est du fartlek qui est plutôt au plat ou sur du terrain vallonné. Donc en fait, cette base de construction de vitesse dont parlait Romain, c'était aussi ça. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est effectivement la stratégie que j'ai utilisée, que j'utilise avec beaucoup de monde. L'autre point que vous avez relevé, et comme ça je le fais en direct, c'est que pour préparer un bloc de 2 jours, en fait j'aime bien des fois faire ça, ils ont 8 heures à faire en 2 jours, ils font ce qu'ils veulent, 4 et 4, 6 et 2, 5 et 3. J'en ai même un une fois qui m'a fait deux potes, ils avaient 8 heures à faire, ils m'ont fait 7h30 et 30 minutes. Et ils ont allé à Cham, je te jure c'est vrai. C'était géré pour être mais peu importe. Ouais, c'est ça. Et bref, mais toi, pour préparer ça, derrière, j'avais un peu de densité avant avec de la force à vélo et de la marche footing. Et le week-end précédent, j'avais l'utilisation d'un sport croisé. Tu vois, c'est ce que tu disais. Alors, toi, tu en parlais plus tard dans la prépa, mais moi, je m'en sers plutôt tôt dans la prépa de ça pour préparer la suite, où il y avait une sortie longue de vélo le samedi, une sortie longue de course à pied le dimanche, pour préparer le week-end suivant, en fait, là-dedans. Donc, ça, c'est le premier point pour répondre à ces questions-là.
Je vais essayer de ne pas aller trop loin dans la proc, sinon je vais spoiler toutes les questions que je vais vous poser. Et juste pour terminer là-dessus, si je vais un petit peu. Et c'est des semaines, là, si on le voit, 11h, 11h, 4h, 12h, parce que des fois, Loïc, je décharge quand même, hein, ça arrive. Mais c'est des semaines qui ne sont pas monstrueuses non plus en termes de volume d'entraînement. Si je vais un petit peu au mois de mai, je vais essayer de ne pas aller plus loin. Là, on a attaqué à partir de la mi-mai sur le protocole Jason, que moi j'appelle, qui est du tempo en boss. Donc, on a cette base de vitesse au début. Alors, avec les gens, d'habitude, je commence avec du tempo au plat et je fais du tempo en boss, mais lui, Chronos, il les connaît par cœur, Zephyr aussi, donc on a un petit peu changé. Mais en fait, ça reste quand même toujours l'idée d'augmenter la vitesse, tu vois, de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est le premier point. Pour répondre, alors, à vos questions. Du coup, là, les gens pourront suivre en direct. Alors, je ne fais pas un webinaire, hein, donc, mais c'est que vous ayez un petit peu l'idée de ça. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions, des remarques qui vous viennent, ou est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante? Ça me paraît plutôt clair. J'aime bien le principe. Oui, mais c'est le tien, c'est pour ça. Pareil. Nous, on ne s'est pas consulté avant, mais. Ouais, Ah ouais. ouais. Je- Tu peux remettre la charge. Le seul truc, moi, mais je sais pas si tu l'as, c'était si tu as un ratio dénivelé par rapport à distance totale. Tu vois? Non, je ne l'ai pas. Parce que pour moi, Et. dans la construction que je te présentais, ce ratio-là, il aurait été plus élevé. Enfin, Ouais. bien sûr que ton dénivelé va augmenter au total, mais parce que ton volume, comme tu l'expliquais, il augmente. Mais au début, j'aurais essayé d'avoir un truc un peu, bien, toujours dans la construction, mais un peu agressif sur ce mode-là. Euh, on n'a pas parlé du. Enfin, Loïs, il l'a évoqué, mais le contexte du gars, c'est hyper important. Euh, Tu disais, voilà, dans quel environnement professionnel il est, combien de temps il a. Est-ce qu'on a du temps pour aller en salle aussi? Est-ce qu'on construit tout en courant? Voilà, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, je vais juste revenir sur ça. Tu vois, au début, si on avait eu un ratio dénivelé par distance totale, je pense qu'au départ, sur le premier mois, 2 premiers mois, j'aurais fait un truc un peu costaud là-dessus pour vraiment, et en plus et en moins, enfin en D plus et en D moins, pour toujours cette capacité de tissu qui, à mon sens, est un des facteurs limitants. J'imagine, quand je réfléchis un peu à long terme, je me dis que sur un UTMB, quand tu veux pas gagner, c'est ton facteur limitant, j'en vois deux, c'est ton cerveau et la capacité de tes tissus à endurer presque 30 heures de sport, quoi. Et du coup, c'est ces deux facteurs-là que je ciblerai et qu'il faudrait vraiment bosser. Alors, tu as parlé du D-, et c'est sûr que c'est quelque chose qui est important. Mais après, dans les process, il peut y avoir des protocoles spécifiques en descente, mais il y a aussi le principe que si tu montes, tu vas redescendre. Donc, dans la consigne à l'entraînement, c'est aussi de le faire. Mais je vais donner ma philosophie, mais ce n'est pas la seule, hein, tu vois ce que je veux dire. En fait, je ne me pose pas la question du dénivelé, enfin de l'augmentation de ce ratio dénivelé-distance. En fait, enfin, je me la pose sans me la poser. Dans des contextes amateurs, on est bien d'accord, c'est qu'en fait, elle est naturelle. C'est-à-dire que je pars toujours du principe que quelqu'un qui prépare un ultra trail, logiquement, ses sorties longues, il ne va pas les faire quand il peut, en tout cas, sur le plat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, la progressivité des sorties longues fait que le dénivelé, en fait, va augmenter mécaniquement et aussi soit il progresse et le volume kilométrique va être le même, tu vois ce que je veux dire, soit, tu vois, c'est toujours dur de mettre un ratio parce qu'en plus de ça, sur des UTMB, tu as besoin de travailler ta capacité à faire des grandes montées et des grandes descentes, mais tu as aussi besoin de ta capacité à travailler sur des portions roulantes quand tu es fatigué. Et donc, il est pour moi trop compliqué de raisonner avec un truc très linéaire sur l'augmentation du ratio. Parce qu'en fait, non, mais tu vois, j'ai pas dit que c'était la bonne solution, mais je peux très bien, et la personne, parce qu'elle se l'approprie, moi je donne 0 consigne hein, sur une sortie de 4 heures. Hein. Tu vas à 4 heures et tu vas. Des fois, je donne la consigne de beaucoup marcher. Ça, c'est un autre élément, on y reviendra après, mais je ne donne pas des consignes de ratio, dénivelé, etc. Et en fait, ils vont beaucoup varier selon le temps à dispo, selon l'envie du moment, et en essayant de balayer le plus de profils de montagne possible. Donc, tu vois, pour avoir la philosophie, je ne sais pas si je suis clair sur ça. D'ailleurs, ça m'amène à une question, Nico. Moi qui suis profane totalement, euh, un gars comme ça, sur l'UTMB, les plus grosses côtes, ça représente quoi?
C'est en durée d'effort, mais Ouais, et est-ce qu'elles sont courues? Est-ce qu'elles sont marchées? non, elles sont marchées. Je- Ouais. Toutes. Sur le marché, ouais. Personne court dans les montées. Les Ou- premiers ah, vont courir sur certaines montées, mais même pas sur ouais, tout, hein, franchement. ok. Non, non, Ouais, c'est j'ai aucune, je me rends pas compte du tout. Enfin, j'ai Et ils zéro sont équipés représentation. de bâtons? Ils ont bâton aussi? c'est Ouais, autorisé à l'UTMB, ils ont les bâtons, ouais, ouais, bien sûr. ils ont les bâtons. Donc ça a une petite bille pour le travail sur le haut du corps aussi pour assister. Et du coup, toi, un Ouais. gars comme ça, les consignes, il marche toutes les montées. Ouais, ben, les montées. En fait, sur une sortie de 2 heures, par exemple, il va pouvoir courir sur les montées s'il a envie de se faire plaisir. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu t'entraînes jamais à l'entraînement à alterner de la course et la marche, c'est surtout ça le problème. C'est que musculairement, tu n'es pas prêt. J'ai une expérience que j'ai fait personnellement à 25 ans, où j'ai crampé au sommet de la première bosse, parce que je n'avais jamais marché à l'entraînement, donc quand j'ai dû marcher, je n'étais pas habitué. Et donc, oui, c'est ça. Et il y a, j'ai même, ouais, ça rentre pas trop dans le détail, mais j'ai même, par exemple, des thèmes de séance, c'est rando-journée. Donc, je leur demande de partir randonner toute la journée avec l'option de trottiner un petit peu par moment, mais c'est pas. En fait, sur une sortie longue de 4 heures, j'ai 4 options. J'ai 3 options. Donc, il y a quand même une consigne finalement. Mais j'ai soit sortie longue où là, ils ont le droit de courir, enfin, ils font comme ils le sentent. J'ai marche footing où l'esprit, c'est vraiment tu marches dans les montées et tu cours au plat et en descente, alors que sur la sortie longue, dans les montées, ils peuvent courir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai rando où l'esprit, la dominante, elle est vraiment de marcher le plus possible. Donc c'est vrai que j'ai ces consignes qui sont dans le nom de la séance, mais à l'intérieur de la séance, il n'y a pas outre mesure de consignes de ça. C'est bien que tu poses la question. Loïc, je sais pas si ou Romain, hein, peu importe, mais Ouais, un truc que je rajoute souvent sur la sortie de fin de semaine. Alors pas systématiquement, j'ai tendance à avoir la même approche que toi. Soit j'ai une sorte de kilométrage dénivelé total à matcher sur la journée ou sur le week-end en fonction et c'est free. Euh, sur certaines périodes, ce que je vais rajouter pour quand même qu'il ait un peu plus de contraintes mécaniques, je vais rajouter de la course plus cadrée sur les parties un peu plus plates ou avec du dénivelé léger. Et souvent, je le mets sous forme de ladder. Donc, je vais mettre. Eh oui, je suis obligé de mettre du ladder, sinon pas. pour Mais donc, civiliser. tu sais, je vais mettre un bloc 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 12 minutes, et il va le répéter. Et puis après, il va repartir faire de la côte. Mais bon, comme c'est sur des sorties très longues, en fait, bah, il peut se passer parfois une demi-heure, 45 minutes entre deux ladders, quoi. Entre-temps, il a monté, il a fait une descente, et puis il refait un bloc comme ça. Et parfois, il n'y a pas de consigne non plus sur l'ordre. Ça fait un peu plus ladder, fartlek, tu vois, mais il peut avoir plusieurs blocs, donc il va avoir par exemple 4, 7, 10, 12, 15. Et puis là, il a un moment où il cale le morceau de 15, et puis après un moment, il cale le morceau de 12, et puis il cale le morceau de 5. Voilà, donc on peut jouer avec ces facteurs-là. Ça, c'est ce que je fais sur les sorties longues. T'as un cadre que tu veux poser pour la suite, sinon j'avais un point de réflexion à partager sur un autre truc, mais Non, mais c'est pas le cadre, mais je redonne une info, parce que ça va répondre à vos deux questions. ouais, Potentiellement, il peut s'entraîner 7 jours sur 7. J'ai pas dit qu'on s'entraînait 7 jours sur ok, 7, mais il peut. À part événements spéciaux, mais dans l'esprit. Et globalement, il faut considérer que du lundi au vendredi, il a 1 heure et demie, c'est le grand max du grand max. En gros, pour faire très simple. Hormis l'été, quand il peut aller le soir et que ça se rallonge, mais en gros, voilà. Donc, je ne sais pas si pose la question, mais vous avez au moins cette information-là. Et il peut faire tout ce que vous lui dites de faire, il va le faire. C'est vrai, il est facile à coacher. Et ce qui est vrai dans la vraie vie en plus, hein. Donc, ok, ok. Euh, Il y a un système qui est utilisé un peu en muscu, qui est hyper old school, hein, mais qui peut marcher aussi sur l'endurance. C'est le système de la triple progression. Et quand tu travailles sur une triple progression, en gros, tu vas avoir trois paramètres. Tu vas faire progresser un paramètre, tu vas mettre les deux autres en maintien. Quand tu atteins un certain niveau dans ton paramètre, tu réduis ton paramètre, tu en fais progresser un autre. Et donc, par exemple, tu vois, on pourrait dire, alors si on est sur l'approche de Romain, je dirais, bah, je vais d'abord augmenter le dénivelé, mais je vais garder un kilométrage et une allure cible. Quand j'atteins le dénivelé que je veux, je vais rebaisser un peu mon dénivelé, je vais réaugmenter le kilométrage.
je vais rebaisser les deux, je vais réaugmenter mon allure. Et puis je vais reprendre, comme j'ai augmenté un peu tous mes niveaux, je peux tout reprendre. Le seul truc, c'est que ça, je le garderai a priori pour mon travail un peu sur la zone haute de mon travail polarisé et que j'utiliserai plutôt du step loading pour mes allures basses. Donc en gros, faire un volume avec mes allures basses. Quand ce volume est vraiment stabilisé, j'augmente un peu le volume, je stabilise, j'augmente un peu. Ce qui fait que j'aurai deux approches, une triple progression pour mon travail un peu plus neuromusculaire, ou en tout cas, je sais que ça va solliciter, et un travail un peu plus step loading pour mes zones 1, zone 2, pour construire une base de manière hyper saine. Eh ben, ce que je peux te C'est dire exactement sur, ce que tu as fait. non, pas exactement. Mais en fait, la triple Ouais, progression, elle se fait naturellement dans mon système avec les protocoles. C'est-à-dire que si j'ai 6 à 8 séances sur un protocole en général, bon, là, Prométhée, il y en avait 14, mais c'est 14 séances différentes, donc c'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai une progression sur un protocole d'intensité, donc c'est ta zone haute du truc, comme tu dis. Séance 1, la séance 2, en fait, c'est un peu plus long. La séance 3, c'est un peu plus long. Pour la faire simple, moi, j'ai une approche extensive plus qu'intensive sur la haute intensité. C'est-à-dire que j'augmente pas l'intensité de la séance ou la vitesse de déplacement, j'augmente le temps que tu es capable de tenir une certaine intensité. C'est ce qui m'intéresse là-dedans. Et c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse, comment je fonctionne en musculation chez le sportif d'endurance. C'est exactement ça. C'est plutôt que d'augmenter des charges, j'augmente le volume sur la séance d'une certaine charge. À tort ou à raison, mais c'est en tout cas l'approche que j'ai le plus souvent, qui est extensive. Et pour en revenir sur la triple progression, moi, c'est ça qui se passe, je pense, c'est que bah, tu as la séance 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc tu augmentes la base de vitesse, comme disait Romain, sur du tempo roulant. Et après, derrière, si tu remets du dénivelé, et ben, en fait, comment dire, je reprends de la séance 1 du protocole suivant. C'est-à-dire que je vais augmenter le protocole, enfin, tu vois ce que je veux dire. Au lieu d'avoir un truc qui est de plus en plus intensif, c'est que je vais au maximum du curseur du plat, on va la faire simple, et après je démarre du bas du curseur de la montée et je fais ça. Donc ça peut te... C'est assez logique et ce que je fais, c'est ce que je pense que tout le monde fait à peu près spontanément en maîtrisant les fondamentaux de l'entraînement qui sont l'alternance et la progressivité, j'imagine. Et dans tes protocoles, est-ce qu'il arrive que, tu vois, le gars, il prenne un mur qui n'était pas prévu en milieu de semaine, et là, du coup, tu back off 2, 3 séances, 4 séances en plein milieu de truc, tu dis, attends, c'était vraiment, je sais pas pourquoi, mais là, Oui. cette séance horrible, alors que toi, tu avais prévu un truc. Ouais, bah ça m'arrive, Ouais. hein. Par exemple, si la séance 4 s'est pas bien passée, je lui dis on la refait, soit on refait la même, soit il y a le back-off éventuel. Et un truc qui marche bien aussi, c'est que si tu as 8 séances dans le protocole, quand j'arrive en fin de prépa, dans la période d'affûtage, si on l'appelle comme ça, de décharge, peu importe comment on l'appelle, en titre de rappel, je mets la séance 1, parce qu'en fait, il y a peu d'impact, il y a un maintien d'intensité, et généralement, si on n'a pas été trop mauvais dans ce qu'on a construit, la séance 1 qui était dure, la première fois ils l'ont fait, perçue difficile, elle se perçoit plutôt facile quand elle est faite en fin de cycle. Donc, tu as un Romain point de rigole parce qu'il comparaison et sait, il sent qu'il a ouais, progressé. Ouais. Romain sait qu'on est des escrocs en tant qu'entraîneur, donc il rigole, c'est pour les duper, mais Pareil. ouais. Je fais ça aussi. Ouais, bah oui. Je fais ça aussi tout le Et temps. Bah, oui. je cherchais, Ah, les escrocs. je Nico, cherchais un truc. Ouais, j'avais vas-y. une Vas-y pendant que je question. cherche. Est-ce que tu sais, enfin j'imagine qu'il y a des mecs qui ont des cardio-fréquence-mètres pendant l'UTMB. Ça donne quoi les FC max des gars et les FC moyennes sur cette durée-là? On est dans quelle zone Euh, d'effort c'est de la très basse intensité, mais par même dans les exemple, montées, les mecs ils se mettent pas, enfin ça monte jamais. ça monte un petit peu, mais regarde, on va faire ça en direct. Ah, il m'a mis un 10 sur 10 quand même, hein. Eh ben, Pour la durée. ouais, FC moyennes sont 36 dans son cas. Ok. FC max 184, donc il est quand même bien monté au rupteur. Et il y passe Et combien là, de temps à 180? Ah ouais, bah, alors après, il y a deux phénomènes, hein. Il y a la fatigue aussi, hein, quand même, tu vois, forcément. Ouais, il y Et a une pourtant, il a fait dérive un départ. qui se fait. Ouais. Ouais. À l'inverse, il a fait un départ trop prudent. Mais tu vois, si on analyse la courbe cardiaque, alors maintenant, tout le monde fait des grands réels sur la durabilité, c'est drôle, en se disant, au bout de 10 heures de course, bizarrement, on ne peut pas aller aussi vite qu'au début de la course, ce qui est vrai aussi de manière générale. Mais tu vois, sur le coup,
on voit quand même qu'il y a ce départ qui est rapide, mais pour d'autres raisons, hein. Il n'est pas parti vite, mais il y a à la fois le profil et il y a à la fois l'excitation en fait, du début. Tu vois, il y a plein de paramètres. Et après, comment dire, euh, ça avait bugué, excusez-moi. Après, derrière, il y a aussi un phénomène d'adaptation. Et pourquoi la fréquence cardiaque baisse alors que l'intensité globale est presque la même hein, sur le coup? C'est que le corps, il s'économise, il m'en sécu. De toute façon, ça paraît assez logique. Donc voilà dans son cas. Et tu vois, par exemple, c'est la première fois que je regarde sa courbe après la course. Tu vois. Je ne l'avais pas regardé jusqu'à maintenant parce qu'en fait, je m'en fous finalement derrière. Par contre, on voit un petit pic à la fin. Je vais vous le zoomer parce que à la fin, il a dû se faire un petit pic à 145 parce qu'il s'est fait la ligne droite à l'arrivée et puis il était content d'arriver. Voilà. Ouais, les 30-40 premiers kilomètres, c'est pas non plus à basse intensité quand même. Il est relativement, je sais pas combien c'est sa FC max, mais ça dépote un peu quand même, non, le départ? Voilà, Enfin, je le la connais départ, pas, ça. 30, Ouais. 30 Mais bornes, c'est plus un départ, mais ça bouscule au départ, non? Il y a des sas et tout, un petit peu, Ouais. donc tout le monde part en même Mm. temps, ça doit être Bah, un peu le bordel, quoi. L'UTMB, ce que je dis à tout le monde que j'ai, c'est partez du principe que vous allez partir trop vite, parce que de toute façon, même si vous le gérez, ça partira trop vite. Et là, on le voit clairement hein, sur le début. Et après, peut-être que son UTMB aurait été un peu mieux si il était un peu moins bas dès le début. Tu vois, c'est pas un UTMB parfait. Mais c'est parfait pour lui parce qu'il l'a fini et je te rejoins un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai il y a ça qui peut rentrer en compte. Après, tu sais, sur la fréquence cardiaque, sur des niveaux comme ça qui ne sont pas du haut niveau, en descente, elle baisse quand même pas mal aussi. Donc, tu vois, il faut aussi mettre en relation tout ça. Il faudrait faire de la data précise. Ce qui est méga intéressant si tu veux gagner du TMB, j'imagine, que un peu moins pertinent si tu veux le terminer. c'était pour moi pour avoir une idée. Je me représente pas du tout l'intensité que tu peux maintenir pendant ce temps-là. Et quand même, tu vois, 30 bornes, donc j'imagine 30 km, c'est quoi, 4-5 heures? Et il est très haut pendant 4-5 heures quand même. C'est On aura plus de temps que plus ça, que hein. ça encore. Mais Ouais, ouais, c'est monstrueux. si, si ça vous aide, il a fait un Verbier, là, un 40 bornes. FC moyenne 170, FC max 184. Donc je pense que FC max doit se rapprocher des 190 en fait, sur ce que je vois sur les deux courses. Et là, si on regarde un peu il a fait une sensation moyen, mais quel con. Il fait 14e, ce qui était inespéré pour lui. Bref, peu importe. Où là, il y a une petite baisse au début, mais il est capable de maintenir une beaucoup plus grosse Ouais, intensité en fait, super. finalement. Ok. Euh, donc Pas là, de pépin mécanique quand il a fait son UTMB, Nico? Pas de moment grosse douleur. Il y a alors, eu un petit moment. Monsieur Thomas n'avait pas de courbature 2 jours après. Il n'a pas eu de pépin musculaire pendant la course. Par contre, il y a eu un petit souci au releveur de pied, qui explique aussi sa baisse de fréquence cardiaque d'un autre côté, parce qu'il pouvait quasiment plus courir à un moment. Tu vois, il a marché, donc il a eu ce pépin mécanique-là, ce qui fait que sa prépa, en guillemets, n'a pas été parfaite, parce que ça, c'est un truc auquel on n'avait pas bossé spécialement. Et le pied, on l'oublie souvent. Alors, moi, on a bossé pieds nus, on a fait des trucs un peu autour, mais je pense qu'il y a mieux à faire, en tout cas. Donc, ça me donne aussi des billes pour progresser, pas que pour lui, hein, pour d'autres par rapport à ça. Et après, ce qui a favorisé, je pense, la douleur au releveur, c'est aussi qu'ils se sont pris la neige et la grêle la première nuit. Ils ont eu froid dans son système de chaussures en quick class qui est bien serré. Donc là, ça aide pas non plus à ce que ça se passe bien. Mais elle est intéressante, cette question-là. Donc oui, il y a un petit souci lui a mis dans un coin de la tête qu'il voulait bien évidemment abandonner quand il était, je ne sais plus à quel endroit. Ce qui est bien tombé, c'est que la personne chez qui j'enregistre en ce moment est kiné m'a envoyé un tuto pour faire un strap pour en cas de douleur au releveur pour une autre raison avant, que j'avais dans mon téléphone. Et j'ai envoyé à la copine de Thomas qui était son assistance, elle l'a strappé pour qu'il termine derrière, pour lui faire un point de compression. Donc l'ultra, c'est aussi ça quand même, toi, c'est des trucs comme ça. Et juste avant d'embrayer, je voulais vous montrer la dynamique aussi de. C'est vrai qu'on ne l'a pas regardé, mais la dynamique de statistique en charge hebdomadaire au fil des semaines, par exemple, si on est en distance par sport, mais ça ne va peut-être pas trop nous intéresser, en nombre de séances non plus, en durée par sport.
On voit en fait, si vous le voyez ici, il y a une tendance en fait il y a des ondulations d'une semaine à l'autre, mais qui reste assez progressive derrière. Donc voilà sur ça. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Putain, Loïs, il regarde, il n'aime pas parce qu'à la fin, ça a trop baissé. Alors le 30h05, c'est la semaine de l'UTM, c'est la semaine de l'UTMB. Ouais. J'ai rien dit. Peut-être s'il avait moins baissé, il n'aurait pas eu un mal au releveur. Hein. Non, pour les releveurs, c'est knee over toe, guys. Il faut faire tous les exercices et c'est magique. C'est quoi, tu dis? Le knee over toe, guys. Tu connais pas, guys? Ah, tu prends les. Ouais. Non, c'est le gars qui a fait en fait une vingtaine d'exercices apolicains, qui les a remis à la mode et qui est devenu millionnaire avec ça, quoi. En gros. Et C'est quand que la c'est un traduction? coach. C'est quand que c'est traduit en français, vendu 480 € avec 95% de réduction pour le Black Friday, que je sache. Ouais, bref, C'est un on peu va ça. se recentrer. Par contre, c'est une vraie. Pour le coup, Nico, c'est un truc. Moi, je pense que si tu as du temps, si j'avais du temps et que j'ai un mec qui a de l'appétence un peu sur ça, passer une demi-heure en salle 2 fois semaine au début de sa préparation, en fin de séance de course, tu vois. Ça voudrait dire caler des séances sur tapis, peut-être, et derrière enchaîner direct dans la salle, pour être en unité de lieu, pour essayer d'imaginer un truc dans un contexte faisable. Faire un peu de salle sur sur tout ce qui est spécifique, donc solaire, gastro, releveur des pieds tibial, même ischio, fessier, blindé, abducteur, adducteur de hanche. Je pense que c'est quelque chose qui peut, à mon sens, être pertinent quand, de ce que je vois de très loin, encore une fois, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais pour moi, là, de tout ce que tu expliques depuis tout à l'heure, sa capacité structurelle, c'est son facteur qui peut être limitant. C'est ça qui fait que tu vas au bout de la course ou pas, en gros. Et du coup, c'est hyper spécifique de la faire sur le terrain avec tes D+, tes D-, mais je pense que d'intégrer vraiment du travail en salle, et surtout si quelqu'un qui n'en a pas fait beaucoup, tu peux avoir des gains relativement, je pense, assez rapidement. Ça peut être game changer, c'est pas vrai parce qu'il vaut mieux qu'il court quand même. Mais s'il a un peu de temps, si tu as du temps et que tu peux y consacrer un peu de temps, je pense que c'est vraiment bien. Et vraiment Ouais, sur je peux tout ce qui est rebondir. spécifique à la course. Vas-y, rebondis si tu veux. Bah, du coup, je suis d'accord avec Romain, d'autant plus que s'il va avoir une période où il va augmenter les kilométrages, tu me confirmes si c'est le cas ou pas, mais il va y avoir un moment où il va fondre un peu plus. Et s'il a une perte de poids, je sais pas si c'est le cas, est-ce qu'il a eu une perte de poids sur la fin avec. Mais bon, j'ai souvent vu, tu sais, les sportifs d'endurance, tu les vois au début de leur préparation et tu les vois à la fin, ils sont un peu émaciés, ils sont un peu dans le truc. Donc effectivement, créer une réserve un peu musculaire en amont, ça peut être en salle de muscu, ça peut être intéressant. Deux trucs que je fais aussi, moi, pour ça, pour préparer un peu le système, j'intègre un peu les gammes athlétiques, parfois sous une forme de fractionné, un peu, tu sais, un fractionné sous-maximal, mais en leur disant, voilà, dans la séance, tu vas refaire plusieurs fois les montées de genoux, les talons fesses, les talons cuisses, les courses jambes tendues. Et quand je fais ça, je leur donne des consignes aussi qui peuvent agir sur le haut du corps et sur la contrainte, c'est-à-dire le faire ou avec un petit bâton dans le dos, tu coinces les bras, avec un bâton au-dessus de la tête. Tu vois, comme ça, ils vont avoir des feedbacks différents dans ce qu'ils font. Ou je l'intègre directement sous forme de jeu écologique. Par exemple, je vais te donner quelques jeux à faire à chaque séance. Je veux dire, par exemple, tu vas courir ninja, donc les bras sur le côté. Tu vas courir silencieux, donc tu ne dois pas faire de bruit. Tu vas courir que sur l'avant-pied. Et en fait, en jouant avec toutes ces consignes-là, je lui permets de changer un petit peu sa façon de courir naturellement. Il découvre d'autres options plutôt que son pattern habituel. Je veux dire, tu vas courir avec les plus grands pas possibles ou les plus petits pas possibles. Donc, ça lui permet d'avoir des contraintes musculaires différentes. Donc, son système, en fait, il apprend un peu. Il découvre, il peut enregistrer des façons différentes de faire. Et ça me permet de faire un peu la continuité avec le travail en salle. Oui, c'est intéressant et j'ai changé le graphe pour que ça soit un peu plus parlant parce qu'avant c'était les volumes, donc une séance de muscu ça fait pas beaucoup de volume et donc si vous prenez le violet foncé, il y en avait 2 par semaine et aussi en décembre parce que j'ai pas l'année et après en fait il y en a eu quasiment tout au long de la préparation.
Même si je dis pas que ça a été parfait, parce que tu vois, par exemple, le travail de pied, chez, je sais pas, une joueuse de foot, je vais le faire beaucoup. Et chez le trailer, tu vois, je vais leur faire du renfort pieds nus ou des choses comme ça. Mais et tu as le terrain qui permet de le travailler. Et quand je vais faire du travail un peu plus spécifique, c'est quand il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire en curatif, on va dire ça comme ça. Et UTMB m'a fait. Après, j'en ai un autre qui a dû abandonner. Alors, il avait des ampoules, c'est autre chose, mais c'est quand même un problème de pied. Alors, les ampoules, je ne les aurais pas résolues avec le renfort, mais ça me fait dire que tout le monde parle de nutrition. Alors, ok, c'est bien, hein, 90 grammes, 75 grammes, 72,4, mais quand tes pieds, ben, tu peux plus les poser, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est mon gros changement à venir pour l'an prochain, c'est de faire davantage de travail de pied, où je me rends compte que sur du court, de mon point de vue, pour moi, hormis l'optimisation de perf, mais c'est pas nécessaire, tu vois, ton renfort pieds nus, des sauts, c'est suffisant. Enfin, pas nécessaire, c'est pas indispensable, tu vois ce que je veux dire, mais plus ça s'allonge, plus tu es quand même susceptible, tu as un problème de pied. Et derrière, je vous rejoins et je prends. C'est pour ça que je suis content de vous recevoir aussi. Je prends les infos un petit peu là-dessus. Et bon, Romain, quand j'ai dit c'est pas nécessaire, il a un peu fait la grimace, mais c'est pas nécessaire dans mon esprit quand c'est plus court. Et encore une fois, c'est que mon esprit, tu vois, on n'est pas parfait. Et je vous invite aussi pour ça. Et justement, aller sur le renforcement musculaire, parce que ce qui est marrant et ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous êtes comme des vrais spécialistes de la préparation physique et de la force, contrairement à moi. Et vous n'avez quand même pas commencé, ça fait déjà 1 heure et quart qu'on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire en muscu, etc. Donc là, on y vient un petit peu là-dessus. Si on peut faire un épisode avec Ouais, un sujet muscu, par contre, un jour, ça serait cool, tu vois. on pourrait. Alors, c'est pas moi qui vais vous inviter, hein. Comment faire l'hypertrophie? Quoi qu'il y en a qui vendent des formations sur ça sans en faire. Mais j'arrête avec les balles perdues, mais tiens, là, il y a les séances là. Peut-être vous en auriez fait plus par moment, moins par moment. Tu vois, en gros, il y en a à peu près une par semaine, voire deux à un moment, puis un moment zéro pour diverses raisons. Il y a les sports croisés aussi. Mais ce que je veux faire, Loïs, Romain va commencer sur l'approche un peu là-dedans, quelle approche de musculation, tu vois, de salle tu aurais, sachant que tu fais ce que tu veux. Et vu que alors il n'en avait pas refait depuis un petit moment à part la PPG, mais il a un ancien passif de skieur de haut niveau. Il allait tu peux lui faire les mouvements que tu veux. Ouais, c'est toujours ça, il faut prendre en compte son background. Il y a aussi Kesta comme moyen technologique. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, nous, on a la chance d'être équipés de plateformes de force, donc tu peux mesurer la force isométrique d'un mollet, des différents muscles du mollet. Donc, bon, tu peux aller chercher des trucs qui sont assez intéressants là-dessus. Mais en faisant quelque chose de simple, en fait, tu disais, ouais, on n'a pas parlé de muscu au départ, mais j'ai envie de te répondre, heureusement. On parle d'un mec qui doit se taper 28 heures, enfin 30 heures à courir. Et dans l'ordre des priorités, s'il n'a qu'une chose à faire, il faut qu'il reste spécifique à sa discipline, il faut qu'il court. Euh, ça serait ça serait mentir que de dire qu'il faut qu'il fasse de la muscu en premier. Non, il faut qu'il court d'abord. Et ensuite, si on a du temps, si on peut mettre ça, bien sûr que c'est top. Euh, si on peut en rajouter. Comme je te disais, pour moi, encore une fois, c'est voilà, philosophique. Je calerais ça à la fin de séance de frac en salle directement. Donc, je sais que le tapis, c'est pas forcément fou. Si j'avais le choix, eh ben, je ferais du tapis non motorisé, par exemple. Je ferais du tapis non motorisé, je ferais des séances de fractionné dessus, un peu rapide, et je terminerai par voilà, des petits circuits de muscu. Selon son niveau, selon son expérience, tu as dit qu'il avait déjà de l'expérience au départ. Donc, moi, je ciblerais. Je ferais un renfo quad, un renfo ischio, un renfo solaire, gastro, releveur du pied, adducteur et abducteur. Ça fait beaucoup. Donc, en fait, ce que je ferais quad, un ischio que je ferais une séance en fléchisseur de genou, une séance en extenseur de hanche. Je ferai solaire à toutes les séances parce que c'est la partie du mollet qui travaille le plus dans la course. Je ferai releveur de pied parce qu'on ne le fait jamais et que je pense que c'est quand même assez intéressant pour fixer. Plus on a une force du mollet isométrique importante, plus on va avoir une utilisation du tendon d'Achille et donc plus je pense qu'on va avoir une efficience de course une économie et une efficience de course qui va être bonne. Et après,
une fois l'adducteur de hanche et une fois l'abducteur de hanche, tu vois. Et en rotation, ça te ferait une séance A, une séance B que je ferais splitter. Malgré que, quand même, sur l'ischio, il me semble avoir lu de Véronique Biac, ça serait la flexion du genou, le retour du genou qui coûte le plus d'énergie sur la course. Donc, tu vois, peut-être faudrait le garder 2 fois et une fois l'extension de hanche. Bon, voilà, à voir. Après, ça se bilande, tu vois. Est-ce que le mec, il a besoin de fessiers? Est-ce qu'il a besoin… Bon, mais sans faire compliqué, j'alternerai une séance A, une séance B. Je pense qu'au départ, si vous avez, enfin en général, si le gars il n'a pas trop d'expérience muscu, moi j'aime bien un truc simple, 3 séries, et par exemple un format 10-8-6 où tu lui demandes d'augmenter à chaque fois ses charges entre les séries. Pourquoi? Parce que les gens sans trop d'expérience dans la force, en faisant ça, ils vont se rendre compte, tu te rends compte au bout de 4 semaines, alors carnet d'entraînement obligatoire, tu te rends compte qu'au bout de 4 semaines, son poids qu'il utilise pour le 10 dans 4 semaines, c'était le poids qu'il utilisait pour le 6 au départ. Et en fait, juste parce qu'il s'habitue à s'entraîner, il n'avait pas de notion de charge, il n'avait pas de notion de ce que c'était de forcer dans ce type d'effort-là. Je parle dans ce type d'effort parce que c'est des mecs qui forcent énormément, mais pas sur ce genre d'effort. Et au départ, j'irais juste sur un truc comme ça et juste sur de la mise en contrainte. Et après, si tu as encore du temps, 6 mois, tu peux commencer à aller chercher des efforts un petit peu spécifiques, notamment autour de l'isométrie sur le mollet. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis l'emmener vers de la pliométrie peut-être un petit peu plus forte que ce qu'il va rencontrer en course. Je pense que ça pourrait être une bonne démarche, mais juste en étant équilibré sur un renforcement, en amenant des contraintes supérieures à ce qu'il vit pendant la course, on va renforcer ses tissus. Et donc, sans faire un truc trop complexe, je pense qu'on peut améliorer sa structure, sa capacité structurelle musculaire et donc limiter les pépins. Et donc, ouais, ça peut être quelque chose d'ultra positif. Voilà, avec quand même un focus solaire, ischio, peut-être un peu plus. Parce que je pense que c'est ce qui manque généralement quand même. On a tendance à aller à la salle et se faire vite de la presse, voilà, et d'oublier peut-être un petit peu plus la chaîne post, mais c'est qu'un avis comme ça. Voilà. Je compléterai après. Et juste la question, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois? Eh ben, dans l'idée de ce que je te disais, tu vois, au départ, plus qu'à la fin. Tu peux pas démarrer là et faire ça. Il faut forcément amener une montée en charge, donc amener de la progression. Mais je m'embêterai pas trop sur les volumes si c'est quelqu'un qui n'a pas un athlète d'endurance, il n'a pas l'habitude forcément de faire ça, il manipule pas des charges ultra énormes, donc il n'y aurait pas besoin d'amener trop de variations, je pense, là-dessus. J'ai juste un système progressif sur les intensités avec un 10-8-6 et en alternant ça, séance A, séance B, je ferai 2 séances par semaine au départ. Je pense que ça pourrait venir vraiment en soutien si son dénivelé progresse. Je ne changerai pas plus que ça. Tu vois, Et sur après, 2 tu mois. garderais 2 ou tu en Et mettrais après, pourquoi pas une seule et en complétant par une séance un peu spécifique avec de la course en descente, un peu rapide, tu vois, si on peut cibler un peu de la course en descente rapide, si on peut cibler, moi je suis complètement OK avec Loïs là-dessus. Je pense que tu peux aller piocher énormément de trucs du sprinter et le mettre dans le monde de l'endurance en termes de renforcement. Donc on était quelque chose d'assez général en salle et garder une séance de salle et amener voilà, tout ce qui est travail de gamme pour faire du renfort beaucoup plus spécifique sur une deuxième partie. Donc au départ de ta programmation, avoir peut-être 2 à 3 séances et au fur et à mesure que tu avances vers l'objectif, basculer à 2 plus un petit moment spécifique. Ça peut être un échauffement en départ de séance pour créer un peu de fatigue aussi sur voilà, des courses différentes, sur de la pliométrie, sur du travail de gamme. Et puis après, une seule séance de muscu et voilà, toujours ce petit 10-15 minutes spécifiques en début de séance ou en fin de séance. On peut l'utiliser en pré-fatigue, post-fatigue. Les deux, je pense, peuvent être pertinents. Tu peux utiliser aussi, c'est des réflexions, hein, mais ça pourrait s'utiliser sur en pré-fatigue, tu vois, en week-end shock. On pourrait le pré-fatiguer musculairement si on n'a pas accès à du dénivelé. Louis disait, je peux avoir un mec qui n'a pas accès à du dénivelé. Bon, on peut le simuler. Moi, c'est quelque chose que j'avais utilisé un petit peu pour moi
ma prépa à l'Ironman, je me cassais les jambes à la salle avant d'aller faire ma course à pied pour me mettre un petit peu comme si pour simuler le vélo que j'allais avoir avant, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux amener, au moins en termes de sensation. Euh, ça pourrait être intéressant. C'est justement juste là que je voulais faire une parenthèse, parce que j'allais te poser la question à la fin. C'est quand toi, tu me dis, va faire le fractionné ou la séance sur tapis et après la muscu. Par exemple, moi, quand il y a le temps, je préfère commencer par la muscu pour les faire courir, pour transférer derrière et simuler la pré-fatigue, enfin simuler la fatigue. Et j'allais te poser la question, du coup, pourquoi toi, sur le premier point, tu dis, tu vois, tu avais proposé, je fais déjà la course et après la muscu. Parce que pour moi, je garde en tête que c'est un coureur et que sa priorité, à mon sens, ça reste de courir quand même. Et que je Ouais. préfère qu'il fasse une séance de course correcte, surtout si on est avant sur une séance de fractionné où tu as quand même cette notion un petit peu plus Ouais, musculaire, un oui. petit peu plus force que ce qu'il fait d'habitude. Là, on parle d'un gars qui va courir pendant très longtemps à des allures plutôt basses, enfin, qui va courir et marcher à des allures plutôt basses. Déjà, si on lui fait du travail euh, à haute vitesse, tu vois, enfin, à haute vitesse entre guillemets, on va déjà avoir ce stress neuromusculaire, on va déjà avoir ce stress de contrainte tissulaire parce que les impacts vont pas être les mêmes, parce que la poussée va pas être la même, parce que même son angulation de course, elle va changer. Et du coup, tu vois, on voit qu'en fonction des vitesses, le recrutement musculaire, il n'est pas le même. Donc déjà là, on va déjà avoir un travail. Et quand même, pour moi, ça reste un coureur. Donc la priorité, ça reste sa course et la muscu, elle vient derrière. J'ai toujours en tête, mais c'est pas, j'ai jamais fait ça avec des athlètes pros, tu vois, mais si j'entraîne quelqu'un qui est amateur et qui prépare une course, et si jamais il a plus de temps ou plus de jus, moi j'ai préféré qu'il fasse ses fractionnés plutôt que sa muscu quand même, parce que à la fin, il va quand même courir, quoi. Donc voilà, c'était juste une question d'ordre de priorité. C'est marrant parce qu'on a la même priorité, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que le jour où je lui fais faire les deux dans la même journée, ma priorité, c'est qu'il soit fatigué quand il court. Et par contre, s'il y a intensité, alors ça, on a pu le faire à la Fédé, avec les skieurs de haut niveau, ça c'est possible d'enchaîner intense et muscu, ou muscu et intense. Par contre, moi, je suis plutôt conservateur sur ça, c'est que s'il y a intense, je fais pas de muscu en même temps. Mais sans dire que j'ai raison, tu vois ce que je veux dire. Et toi, finalement, on a les mêmes priorités et pas les mêmes manières de les mettre en place. Parce que vraiment, je le vois pas comme, si tu veux, les gains de force potentielle que tu pourras avoir. Déjà, tu en auras. Parce que un mec qui fait de l'endurance, il y a pas de critique là-dessus, mais le niveau, il est là. Donc, juste en fait, j'amène un stimulus d'entraînement en termes de muscu, je vais avoir des gains de force. Super. Mais ce gain de force, je suis pas sûr que ce soit le plus important pour finir un UTMB. C'est pas sur ça que je vais gagner. Ce que je vais gagner, c'est sur la résilience tissulaire. Et c'est ça qui m'intéresse plus que le gain de force pour moi. Parce que tout ce qui est neuro, ouais, c'est top. Mais c'est top au bout de 20 heures d'effort, qu'est-ce qui reste de tout ça? Euh, je- voilà. Là, je te parle, j'ai pas de données, moi, c'est juste une réflexion, mais qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui reste de mon stiffness, de ma cheville? Non, il reste juste que j'étais capable. Il reste la résistance de mes tissus et ma tête. Et donc, du coup, pour moi, la muscu, le côté nerveux, gain de force, il est secondaire au côté structurel. Je ne sais pas si je suis clair dans mon approche. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, je reviens toujours, j'essaie d'être pragmatique à chaque fois et de me dire, c'est quoi ma priorité? C'est quoi mon facteur limitant? Là, tu me poses la question, je me répète, mais je me dis, le facteur limitant pour mon athlète, là, pour aller au bout de mon UTMB, c'est la résilience de ses tissus et son mental. Donc, je vais entraîner la résilience de ses tissus, sa capacité structurelle et son mental. Et donc, les gains de force, bon, bah, pour moi, ils sont un peu secondaires. Et c'est top, il y en aura dans tous les cas. Mais plus important, résilience du tissu. Loïs, je te laisse parler, je t'écoute. Je ne serai plus là parce qu'il faut aller chercher mon chargeur d'ordinateur, mais comme ça, l'épisode ne s'interrompt pas. De toute façon, C'est les un gens, s'ils plaisir suivent de la discuter vidéo, avec toi, Nicolas. Merci beaucoup. Moi, je t'écoute, Loïs. Donc, alors déjà, moi, la première chose que je dirais, mais du coup, c'est bien parce que je voulais commencer par une question à Nico. Donc, merci. je Euh, t'entends, je t'entends. Tu m'entends? Oui, bien Donc, sûr. première question quand même. Euh, Qu'est-ce qu'il a comme charge embarquée sur lui? Je te dis ça pourquoi? Parce que je garderai exactement le même travail que fait Romain
en base. Par contre, je me poserai la question, quel est le poids un peu des bâtons? Parce que s'il les utilise régulièrement, ça va charger. Et s'il a un petit sac à dos, bah, même si c'est pas très lourd, au bout d'un moment, les trapèzes, le milieu du dos, et puis peut-être même la zone lombaire, ils vont morfler un petit peu. Donc, je mettrais bien dans la même idée que ce que Romain a abordé, mais du travail aussi sur la chaîne poste, haut et milieu du dos. Ça, c'est la première chose. Ce que je ferai, en fait, je partage ça parce que, en fait, avec quelques gars de chez Strong First, où on a un entraînement, entre guillemets, de force hybride, c'est-à-dire qu'on fait de la barre, on fait du pistol lourd, donc on a du deadlift, du squat, on fait du pistol lourd, on fait des swings lourds. On s'est aperçu que quand on passait sur du travail d'isolation sur machine, on était des quiches, c'est-à-dire qu'en fait, on avait beau charger lourd en squat, on reprenait sur du leg extension, on était à 2 plaques. En ischio allongé, on n'encaissait rien du tout. Et donc, du coup, je me servirais de ça pour alterner, c'est-à-dire des phases peut-être de 3-4 semaines où je vais faire de l'entraînement un peu type adaptation anatomique avec les machines, exactement aussi comme Romain l'a décrit. Et puis 4 semaines un peu plus fonctionnelles, qui est un peu ce que tu mets aussi dans ton bouquin, hein, Nico, hein, sur les préparations d'entraînement. Donc j'alternerai ça. Et au fur et à mesure de ma programmation, tu vois, si j'ai par exemple j'avais 4 semaines, on va dire muscu classique, 4 semaines fonctionnelles, je ferai 3-3, 2-2, et j'arriverai à un ratio de 2-2 où je stimule des trucs et je change, je stimule et je change. Je te dis ça aussi pourquoi? Parce que nous, on a un gars chez Strongfirst qui s'appelle Derek Tochner, c'est un mec qui est hyper intéressant. Il fait un peu de tout, lui. Il fait de la montagne, il fait du trail et il fait aussi de l'escalade. Et il a développé des trucs où il répète, tu sais, donc il va faire de la montée de marche pendant super longtemps. Il va faire des séries de swing pendant 1 heure, ou avec des variations, avec des marches, avec des pas, avec des snatchs. Donc il va varier. Et avec ça, il va rajouter un peu de TRX, tu vois, pour le travail de poule. Je le ferai pas exactement comme ça. Je l'aborde plus dans l'idée d'ouverture d'esprit pour les gens. Je pourrais faire un truc un peu plus structuré. Mais en première idée, j'aborderai la PPG adaptation anatomique d'un côté. 18-6, je trouve ça vraiment top comme progression. Je ne ferai pas différemment. En alternant avec des phases un peu plus, j'aime pas le terme d'entraînement fonctionnel, ça veut rien dire, mais avec des phases un peu plus KB, même squat classique, pour que ça se transfère un peu plus. Non, mais même squat deadlift, si tu veux pas mettre de KB, tu vois. Juste que le KB, goblet squat swing, c'est hyper accessible pour tout le monde. Une méthode que je pourrais rajouter dans un deuxième temps, qui avait été ramenée un petit peu par Mladen Jovanovic à la mode, c'est l'ISO sandwich. Et en fait, ça consiste à faire une série d'ISO, un exercice de renfort, une série d'ISO. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vas avoir des trailers comme ça, qui vont avoir des niveaux de fatigue un peu constants, et ils vont avoir des zones aussi qui vont être sursollicitées et d'autres qui vont être ou sous-sollicitées ou un petit peu difficiles à connecter. Le fait de mettre de l'ISO, par exemple, le gars, il n'arrive pas à sentir ses ischios, tu mets 10 secondes d'ISO, quelques reps en ischio, 10 secondes d'ISO, tu es sûr qu'à la fin, il a vraiment réveillé son ischio. Il y a 1000 façons de le faire. Tu peux croiser le haut et le bas du corps. Tu peux faire ischio, iso et quadri concentrique, tu vois, ou isotonique. Mais ça favorise un petit peu plus la conscience de travail. Ça favorise un peu plus le placement. Sur les trailers et les athlètes d'endurance, et c'est normal encore une fois, c'est pas un jugement, ils ont l'habitude d'être très déconnectés dans leur effort d'endurance, parce qu'en fait, t'es pas tout le temps en train de penser à ton gros orteil et à son placement, t'es pas un sprinter. Et si tu es comme ça en course, tu commences à overficker, tu me tires une balle. Mais du coup, ils ont tendance en muscu, quand ils arrivent à être complètement, tu vois, complètement déconnectés du travail. Et le fait de mettre un peu d'ISO en ISO sandwich, entre guillemets, mais si ça a un impact sur le tendon, on prend aussi. Ça permet de se ramener un petit peu dans un truc conscient. On n'a pas beaucoup parlé de mobilité, mais c'est vrai que le pied de l'athlète d'endurance, en général, à bonne raison, il est hyper stiff. Mais je mettrais quand même un petit peu de travail de mobilité pour que les contraintes elles puissent se répartir, puis un peu pour la santé aussi, tu vois, pour que le pied il bouge et il vive. Et un dernier truc que je rajouterais, par cycle, juste par souci de l'oxygéner un peu la tête, je mettrais un petit peu de fun
et un petit peu de challenge. Ça peut être plein de trucs différents. Tu vois, ça peut être lui dire, bon, on va aller chercher à apprendre à faire un skin de 4. Peu importe, mais quelque chose qui va me permettre de, à un moment, le déconnecter un petit peu de son objectif d'être tout le temps hyper performant, voire même de lui amener plus de robustesse en lui amenant d'autres outils, dans d'autres trucs sur lesquels il va peut-être pouvoir piocher à un moment. Donc ça fait en fait un peu une approche, un peu de travail sur le haut du corps, alterner PPG classique et entraînement fonctionnel, intégration des iso sandwich, un peu de mobilité, un peu de fun. Eh ben, non, mais tu vois, c'est ça qui est super intéressant parce que toi, ISO sandwich, c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, il y a une Tu regardes, 18-6. il y a un article de Mladen Jovanovic sur le truc. Oui. ISO sandwich, il appelle ça le Honey Badger protocole, je crois. Et ouais, c'est cool à faire. Je sais pas, Romain, tu l'utilises, toi, j'imagine, un peu? Ouais, ça m'arrive pareil pour comment t'appelles ça pour schéma corporel, tu vois. Je trouve que ça fonctionne bien aussi. Ouais, c'est ça. Et Nico, moi je te ferai si je peux me permettre de rebondir, je te fais le premier clash, tu voulais. Là, Ah, ouais, voilà, je savais que tu en avais envie. Non, j'avais oublié un truc et que Loïc il a dit, c'est hyper pertinent, c'est peut-être travailler euh, sur enfin, on va dire sur le bas du dos en restant très simple. Travailler dans l'endurance isométrique, tout ça, juste parce que je pense que c'est une zone qui va être problématique. Par contre, de ma vision à moi, et encore une fois, je pense qu'en fait, si j'avais plus de temps, je trouve que l'approche de Loïs, elle est géniale. Moi, je suis un peu fermé. Mais moi, je ne m'emmerderais pas à découvrir de nouveaux mouvements, tu vois. Si j'ai 6 mois, je ne mets pas de barre, je ne mets pas de KB, je le mets sur des machines où l'apprentissage, il est zéro. Et alors, tout a le défaut de ses qualités. Comme il disait Loïs, tu as le défaut, c'est-à-dire que tu n'ouvres pas le mec, tu prends pas l'opportunité, comme il disait, tu vois, si tu lui fais faire, il disait des skins de 4 ou tu prends pas l'opportunité de lui faire découvrir des nouveaux patterns, c'est vrai. Euh, et ce qui, à long terme, est un défaut. Et je me dis, sur 6 mois, moi, je ne prendrais pas le risque. Je ne prendrais pas le risque de le charger sur des mouvements, tu vois, kettlebell swing ou même un squat ou même des lunges ou un truc comme ça. Je ne ferais pas parce que pour moi, le bénéfice-risque, je raisonne toujours comme ça. On parle d'un mec qui doit courir, machine, pas de prise de risque, pas de risque de, tu vois, je surcharge pas, c'est compression de rachis et tout. Par contre, je nuance mes propos et je trouve que le côté challenge, c'est ouf. Et découverte des patterns, je suis 1 milliard de finalement, c'est pas du tout un clash, tu vois, parce que je suis 1 milliard de fois d'accord avec Loïs. Mais tu sais que ça n'a pas la miniature de la vidéo, hein, juste le moment où tu dis attendez, maintenant je vais clasher. Voilà. et j'avais être un éclair. Un Et, éclair. Bah ouais. tu vois, si j'ai plus de temps, je le fais, je trouve ça trop bien. Et, Je peux rebondir juste 2 secondes, pas du tout dans le clash, mais là où je suis d'accord avec Romain, avec Hugo qu'on a entraîné, qui est à Taïwan, là, qui fait du trail. Ça fait 2 ans que je lui fais du suivi. Il a fallu 2 ans pour qu'on ancre vraiment beaucoup de choses. Tu vois, au bout de 2 ans, il commence à se connaître sur le process. Donc, effectivement, sur 6-8 mois, est-ce que tu prends le risque? Moi, je le prendrais en sachant que, tu vois, le point de vue de nous, c'est qu'on va swinger à 24 kilos. Le point de vue d'un trailer, c'est qu'il va peut-être swinger à 8-12 kilos. Peut-être que ces tissus sont pas plus adaptés. Hein. Tu as peut-être raison sur ça. Hein. Du coup, tu lui amènes pas de stress, à mon sens. Le stress, il est moins musculaire, il est plus sur la. Mais c'est hyper intéressant. Il est plus sur la coordination, il est plus sur l'apprentissage du mouvement, et c'est trop bien. Et finalement, à terme, tu te rends compte que c'est celle-là la stratégie gagnante. Je pense qu'en fait, il faut juste se dire, si on devait conseiller aux gens, je pense que ça dépend toujours de ton contexte, du temps que tu as. Et à long terme, plus tu vas ouvrir un athlète à des coordinations différentes, et je pense que tu fais un meilleur athlète. Et il y avait un petit truc que je voulais rajouter, c'était pendant les récup de muscu, une séance, il faudrait que ce soit courte, mais quand même un peu si j'avais des récup, tu as eu pas mal de trucs qui sont sortis, on parlait du pied, sur le foot corps. Tu sais, c'est tous ces exercices intrinsèques du pied.
sans faire, ça, c'est pas gay, mais voilà, moi j'aime pas quand on vend quelque chose, on dit ouais, ça va tout changer. Mais oui, il y a des travaux qui ont montré que ça a amélioré l'économie de course. Nous, c'est un truc qu'on utilise avec certains gars et je trouve que ça donne des bons résultats, surtout pour les gens qui passent, on va pas refaire tout le pied enfermé dans les chaussures, tout ça. Mais je pense que c'est un truc qu'on peut glisser dans les récup qui peut être intéressant. Et voilà, c'était juste une petite aparté là-dessus. Ouais, tu me diras combien je te dois, parce que je viens de trouver la réponse à ma question que j'ai depuis 3 semaines, comment je vais amener le travail de pied. Toi, un peu plus spécifique, donc tu viens de me livrer la réponse, et comme quoi je suis content de t'avoir reçu. Effectivement, sur les récup, c'est top. Et tu vois, après, sur les approches, si ça vous va, on va pas tout détailler, mais je peux vous présenter comment moi j'ai bossé avec Thomas sur la muscu, sachant que lui, c'est faire un swing, c'est faire un relevé turc, c'est faire un squat. Tu vois ce que je veux dire, c'est des contextes. Où j'aurais une approche, toi, sur le coup, un peu différente de Romain, c'est que si tu vas sur de l'analytique ou sur des machines, en fait, tu vas être dans un truc qui est cyclique, chez un sportif qui fait déjà un geste cyclique. Et moi, ma vision, ma propre vision, tu vois ce que je veux dire de la préparation physique, c'est plutôt d'amener d'autres compétences. Peut-être que Loïs m'a déformé, mais aussi là-dessus. Et par contre, pour aller dans ton sens quand même, je reviens de plus en plus par touche et par période à de l'analytique, tu vois, sur de l'isolation quand même, parce que j'avais un peu laissé tomber à part en isométrie, et je me rends compte que c'est pas mal. Mais j'ai essayé de vous partager comment j'ai bossé avec Thomas. Je vais vous montrer la prog sur le coup, puis après peut-être un ou deux détails, mais il y a d'autres choses où on n'aura pas le temps de tout aborder, mais qui conditionnent le choix du nombre de séances de muscu, c'est les week-end shocks et les compétitions préparatoires dont on n'a pas parlé. Et qui sont prioritaires hein, de toute façon. Un truc qui marche bien quand même chez les amateurs, ce que j'ai remarqué que tu ne veux pas charger, mais où tu as besoin d'aller bosser de la motricité quand on parlait de pliométrie au début. J'ai des cycles de plio, mais j'ai aussi des systèmes avec du saut en contre-haut. Et finalement, le saut contre-haut, une jambe, chez beaucoup de gens, c'est pas évident. Donc, tu vois, ça fait au niveau de la coordination, tu vois, intramusculaire, et sans parler du structurel, c'est aussi intéressant. Mais je vais essayer de vous partager. Alors, j'ai pas son. Là, on est en direct. C'est les joies du direct. J'ai pas ces janvier, février et mars pour la simple et bonne raison que j'ai changé de logiciel de gestion d'entraînement à ce moment-là. Donc, j'ai son réalisé, mais pas son planifié parce que je planifiais ailleurs. Donc, on va aller plus tard. À partir du mois d'avril, par exemple, évidemment, c'était trop beau si ça marchait. Il faut que j'aille là-dedans. Au mois d'avril, on était passé à une séance par semaine, plus de la force sur le vélo par moment. Et en gros, avant, il était à 2 séances par semaine. Et quand on est arrivé en fin de prépa, on est passé à une séance semaine. En gros, il avait fait de la PPG, après on avait bossé là-dessus. Donc, ce qui fait qu'en fait, à partir de là, pourquoi son renforcement il a diminué? Parce qu'on a commencé à avoir des compétitions, comme on le voit ici. Pour l'anecdote, il a fait qu'une compète, et ça c'est important, je pensais que vous m'en parleriez dès le début, mais finalement non, c'est quelle compète de prépa tu vas faire tu vois, pour l'UTMB. Et Alors, on lui, pensait que tu allais nous le dire, Nico. non, mais justement, son premier raisonnement a été, tiens, justement, je vais un peu baisser, ce qui me dit, en gros, il m'a dit, ben, quel ultra je fais, quel 100 bornes je fais dans ma prépa pour me préparer à l'UTMB. Et moi, je lui ai dit, ben, aucun, parce que de toute façon, tu vas pas en une course emmagasiner. C'est toujours une histoire de balance bénéfice-risque, tu vois ce que je veux dire? Et je lui ai dit, si on fait un 100 bornes, il va falloir qu'on décharge avant, il va falloir qu'on décharge après, ça risque de mal se passer. Donc, en fait, sa stratégie a été de faire un 42 bornes à Verbier. C'est moi qui lui ai dit, parce que c'est un compétiteur, et donc pour se rassurer sur sa forme, un 42 bornes, en plus, il fait une grosse course là-bas. Le 25 bornes qu'il a fait, c'est parce qu'on l'a fait en relais ensemble, il a fait un 42. Je lui ai dit, on cherche à l'arrière, viens plutôt faire 25 avec nous. Tu vois le genre de coach que je suis. Mais en gros, voilà, sur les compètes de prépa. Vas-y, Romain. Ouais, je voulais rebondir sur un truc que tu disais. C'est juste quand, tu sais, quand j'échange avec des gens qui n'ont pas du tout ton niveau, tu sais, qui se préparent pour des courses à droite à gauche, je trouve que tu as soulevé un point qui est hyper important. C'est qu'ils veulent faire des compétitions, enfin, tu sais, ils veulent se mettre un volume avant qui est proche de leur compétition. Et en fait, ils oublient qu'ils vont devoir qu'ils vont devoir un peu décharger avant et surtout qu'ils vont devoir avoir du temps de repos
pour que leur structure récupère derrière. Et ils oublient ça. Et je pense que c'est hyper important de le rappeler parce que c'est un truc que quand je discute un peu avec des gens qui se préparent pour de l'endurance, je trouve que des fois, il y a cette erreur-là qui amène au pépin. Et que du coup, tu ne te présentes pas au départ de ta course derrière, quoi. C'est dommage. Ouais, mais tu as 100% raison. Et là, lui, c'est un cas très particulier, parce que normalement, pour arriver sur un UTMB, il faut avoir fait plus de 100 bornes, enfin plusieurs fois, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on a eu cette stratégie avec lui. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu fais une compète, tu ne dors pas chez toi, tu es stressé, enfin bref, et je pense que de mon avis, plus les distances sont courtes, plus les compètes intermédiaires sont possibles, voire conseillées, parce que c'est des trucs où tu es vraiment dans le rythme et c'est vraiment intéressant. Plus elles sont longues, finalement, plus sur le coup. Alors, c'est marrant, c'est un peu une dichotomie, parce que Loïs, on avait discuté avec Fabrice, mais surtout Loïs, c'est qu'en France, on aime l'entraînement. Tu vois, il y a moins de compètes, c'est toujours des process d'entraînement. Et je pense que je rejoins beaucoup Loïs sur des épreuves courtes, mais sur des épreuves longues, finalement, c'est l'entraînement qui est central là-dedans. Loïs, tu voulais rebondir? Les gars, il nous reste un quart d'heure. Alors Ouais, moi, il me reste autant de temps que je veux, mais c'est pour vous surtout. ok. C'est pour dire que non, souvent, moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que pour le côté compète de préparation, souvent, il y a des week-ends entiers où il y a des trucs qui sont organisés. Et donc, les gars, ils peuvent faire 2 compètes dans le week-end. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est quand même intéressant. Tu sais, quand le gars, il peut se faire 1 kilomètre vertical le samedi, et donc il se mange un gros dénivelé, et qui se fait un 25 bornes le lendemain, où il y a un 10 et un 30, tu vois. Et donc, du coup, en fait, finalement, il se trimballe la fatigue sur 2 jours. Pour peu que tu lui mettes un peu ce que tu veux dans la semaine, tu matches un petit peu quand même, tu t'approches un peu des sensations qu'il va avoir. Tu peux le cuire un petit peu, tu le pré-cuis un petit peu, il fait son truc. Et tu as quand même des infos parce que au-delà du kilométrage, il faut quand même qu'il ait un certain nombre je reviens sur les savoir-faire, mais des choses qu'il ait vécues. Tu vois, j'étais fatigué, j'ai continué. Il se trouve humainement, en fait, dans différentes. J'ai appris qu'en fait, si je posais mon pied comme ça, bah là, ça me faisait mal au genou, mais j'ai adapté. Une paire de chaussures, un truc, ce que disait Romain au début, hein. Mais la nutrition pour une épreuve, c'est pas de la nutrition sur un week-end d'épreuve. Donc souvent, il y a les organisateurs, ils font des trucs comme ça. Et à mon sens, je trouve ça intéressant d'aller piocher quand tu as de la variété comme ça. Et Ouais. Vas-y, Romain. Nico, je rebondis sur ce qu'il dit Loïs, où là, il y a un truc ça me fait penser à chez nous, tu vois. Nous, on a des athlètes qui ont des crampes jour de match, sauf que ça ne leur arrive pas en vivant le même stress à l'entraînement. Et alors qu'on est, tu vois, nous, avec les GPS, tu peux mesurer, voire même on dépasse des matchs sur certaines journées. On n'a pas de crampes, on n'a pas de phénomène de crampes. Et donc, tu as une vraie, visiblement, en plus, les derniers travaux montrent ça, tu as une vraie part du stress qui joue dans l'apparition des crampes. Et j'imagine que pour un UTMB, tu as montré tout à l'heure avec son départ, avec sa FCI hyper haute, machin et tout. Du coup, là, le fait de vivre quand même un départ où tout le monde hurle, je pense que c'est pertinent. Ouais, mais c'est vrai aussi parce qu'il n'y a rien qui remplace l'effort de compétition. Donc de l'avoir vécu, c'est pour ça qu'on en a mis une ou deux dans la prépa, tu vois, la situation de stress. Et là, tu vois, pour en revenir sur le renfort, comme vous le voyez dans sa prog. Alors vu qu'il y a des gens qui vont pas le regarder et que l'écouter, j'essaie de pas faire trop long dedans. Mais là, sur la période, il a 0 séance de renforcement musculaire pour plein de raisons. Là, il a un trail à faire. Moi, qu'est-ce que je lui fais faire le lendemain du trail? Après, les 25 bornes, il n'a pas mis 3 heures, hein, il a mis 2 heures et des brouettes. Il retourne 4 heures. Le lendemain des 4 heures, il retourne 4 heures en vélo pour le préparer pour la suite. Et après, derrière, il récupère un coup. Il y a un nouveau bloc avec de l'intensité dans la sortie longue. Alors, Sisyphe, c'est mon protocole de côte, c'est de up and down. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Romain, finalement, c'est travailler la montée, la descente, le musculaire. Mais en gros, il n'y a pas la place forcément pour le faire à ce moment-là. Par contre, toi, c'est toujours des choix de programmation. Avant, quand on était quelques mois en arrière, loin des compétitions, si je vais ici, on avait le renforcement 1 à 2 fois. Et si on se rapproche de la compète qui va faire peur à Loïs parce qu'il y a une partie d'affûtage, on a remis du renforcement. En plus, j'ai fait Fibonacci. Alors là, ça va lui faire plaisir, tu vois. Je lui ai remis de l'endurance de force en fait en renfort avec son dernier gros bloc qui était 3 semaines avant.
Mais par contre, si on parle d'affûtage, pour les gens qui nous regardent, on voit quand même qu'il y a eu 2 jours, parce que là, il s'est quand même coltiné. Il a fait la distance du TMB sur 4 jours, à peu de choses près. Donc 2 jours de récup, 2 jours de décharge, et ça reprend. Mais le week-end suivant, il y a à nouveau une longue, pas très longue, 2 heures et demie, de l'intensité et un petit peu jusqu'au bout. Mais toi, pour en revenir au renforcement musculaire, je pense que l'erreur est de le sous-estimer. Ça, on est bien d'accord, on est tous des convaincus. Mais l'erreur est de vouloir absolument le placer quand il y a d'autres priorités. En tout cas, ce n'est pas le choix qu'on a eu avec lui de ce côté-là. Et pour partager un peu de concret, si vous voulez, j'arrête de partager. Je ne vais pas tout partager parce que sinon ça va être long, mais je vais partager le PDF de ce qu'on a pu faire en termes de force en préparation à 2 séances par semaine pour lui. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un schéma, alors ce n'est pas un 6-8, mais c'est un schéma qui c'est un 4x4. Vous voyez, je ne vais pas aller chercher les trucs très compliqués, avec un cycle de progression sur 8 séances au squat, dans son cas. La première, c'est avec en départ toutes les 2 minutes, avec un tempo 1-2-X1 à la première séance, 1-3-X1 à la deuxième séance, 1-4-X1, en fait un stato avec le temps sous tension qu'augmente. Et à la 5e séance, j'augmente le poids et je reprends depuis le début, en fait, le même schéma, 1-2-X1, 1-3-X1, pour augmenter en fait le temps sous tension pour le fameux aspect structurel dont parlait Romain dès le début. Et ça, c'est simple, je trouve c'est facile à maîtriser. Et par contre, ce n'est pas adapté à tout le monde, d'accord. Le bloc B, si on va sur l'explosivité, c'est en E90 mom, c'est-à-dire un swing dead stop pour vraiment 5 séries de 6 explosivité maximale, activer la chaîne post, production de force. Et derrière, sur de la puissance en EMOM, 4 séries par jambe, bulgarienne, avec ce que tu peux lever 10 fois, bam, 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 bam. Et je trouve que sur le coup, c'est le genre de séance d'endurance, enfin de renforcement pour le sportif d'endurance, qui est le plus haut en niveau de curseur de force qui est acceptable dans un entraînement d'endurance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'appelle ça les 3-8 parce que c'est 3 blocs de 8 minutes. En 2 minutes, il y a 4 séries. En 8 minutes, il y a 6 séries en E90 mom, etc. Et c'est pour vous montrer, pas à vous, hein, parce qu'il y a toujours mieux à faire, et je ne le fais pas avec tout le monde, mais pour montrer aussi aux gens, s'ils l'ont en direct, que ABC, un truc très simple. Et à partir du moment où tu vas sur des curseurs assez élevés sur de la force, il n'y a pas besoin de faire trop compliqué. Et après, derrière, Fibonacci, certains ils vont faire leurs recherches, et c'est Loïs qui me l'a inspiré, sauf que moi, ça ne m'intéresse pas qu'ils fassent des swings à ce moment-là, donc ils font des Bulgarian split squat ou des sauts. C'est une vraie truc d'endurance. Oui, il pleure quand il le voit. Mais en gros, il y a cette approche de force, de la PPG en entretien au milieu, et puis à la fin de l'endurance de force à la fin, que je n'utilise pas chez tout le monde, l'endurance de force en course à pied, parce que ce n'est pas toujours nécessaire. Mais tu vois, jusqu'à il y a 2 ans en arrière, je disais, ça ne sert à rien d'en faire parce que tu fais déjà de l'endurance de force en courant. Et depuis que j'en ai réimplémenté quand même par séquence chez certaines personnes, c'est quand même utile dans certains contextes. Donc, voilà un peu, là j'essaie de vous repartager, on s'en fout de la séance cette fois, mais de vous repartager aussi la prog. Et comme ça, on peut... Moi, comme je vous dis, je ne suis pas pressé à la seconde, c'est plutôt vous. Mais on peut rebondir aussi sur cette partie-là. Et on voit que finalement, on est d'accord sur le fond, mais que sur la forme, on n'a pas tous la même approche. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la richesse aussi. C'est beau ce que je dis. Je peux te partager une approche que j'ai utilisée. Ouais, c'est super beau. C'est super beau. On va verser une petite larme. Non, mais ça m'est arrivé de partager aussi, de faire des séances aussi un peu roadwork, tu sais, où le gars, il me dit, j'ai un peu moins le temps pour le renfo. Et sur des périodes de dénivelé, en fait, ce que je faisais, c'est que je rajoutais dans la séance de course à pied toutes les distances, série de squats, série de fentes, série de pompes, quelques multibonds, et tu reprends, ça te met de la contrainte musculaire, et du coup, tu as un peu ces jambes chargées. Ça m'est arrivé de le faire sur des périodes. Pareil, c'est un truc, c'est simple, c'est quand tu n'as vraiment pas trop accès à une salle ou pas trop de temps, c'est des trucs que j'ai utilisés. C'est ça qui est marrant parce que c'est l'approche Éric Lacroix qui a popularisé ça, le Myocross Max. Et c'est une approche qui fonctionne. Tu vois, tu vas faire la chaise avant les montées, les fentes. Alors, c'est une approche qui fonctionne, mais qui me parle absolument pas du tout à moi et que j'utilise à peu près jamais. Parce que, non pas que j'y crois pas, mais ça me parle pas. Je préfère faire renfo et course ou faire que ça. Et c'est aussi pourquoi j'en viens à ça.
c'est pas parce que je l'utilise pas que c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de méthodes pour le faire. En tout cas, ça me parle pas. Peut-être qu'un jour je le Toi, referai. t'aimes bien le cross-promenade, Ouais, à l'ancienne, hein? Guy C'est Mollet. cool Bah, ça ouais, aussi, hein? Raoul Mollet. Bah ouais. Mm. Euh, Et pour terminer, avant, ce que moi je dis, comme ça vous pouvez reparler, sa plus grosse semaine de préparation, elle est ici, donc c'est 31 heures d'entraînement, donc rando journée hein, sur d'itinérance, je lui ai fait faire d'itinérance, 192 km, 13 000 dénivelés. Et pour faire plaisir à Romain, parce qu'on n'en a pas parlé, elle est où? Je lui ai fait faire un petit bloc. euh, De nuit sur biceps? la digestion. Non. Donc je lui ai fait faire 5 heures le matin. Et le soir, tout de suite après bouffée de nuit, je lui ai fait refaire 3 heures et je lui ai fait faire refaire 5 heures le lendemain matin sous fatigue de la veille et de la mauvaise nuit, etc., etc. Donc ça, c'est une manière qu'on a eu de le bosser par rapport à ça. Et en plus, on avait commencé l'épisode par ça, alors ça aurait été dommage de ne pas en parler. Mais voilà comment on l'a fait avec lui et j'ai rien piqué. Enfin si, justement, j'ai piqué l'idée, justement. C'est qu'un stage que j'encadrais, entre guillemets, où il y avait François Den, il nous a fait faire ça. Et moi, j'avais déjà fait faire des séances de nuit, mais jamais sur une fatigue du matin, jamais tout de suite après la digestion, parce que là, tu vis des trucs. Et quand il faut retourner le lendemain matin, ouais. Oui, Loïs, tu veux tu essayer? leur donnes pas de. Non, absolument pas. Tu sais, moi, quand je combats en JJB, au bout de 3 minutes 30 d'effort, je cherche ma vie déjà. Donc, mais Ouais. Si tu manges des compotes, c'est 4 minutes. Hein. c'est ça. Est-ce que tu leur donnes des recommandations globales, tu sais, genre prenez du Smecta, enfin des trucs qui peuvent les aider à gérer en amont les problèmes Mmh. digestifs? Gastrique. Ouais. Ouais, C'est pour éviter intéressant. que. On ne peut pas rentrer trop dans le détail toi, de la nutrition, mais ils testent à l'entraînement tout. Tu vois ce que je veux dire, ce qu'ils font. Et il y a deux. Lui, par exemple, je le donne à tout le monde, cette astuce que j'ai repiquée à François Den, qui nous l'a partagé. C'est que ces 5 premières heures de course à l'UTMB, je lui ai dit tu manges solide, parce que si tu es capable de manger solide, c'est que tu n'es pas trop vite. Et toi, que tu n'as pas la pâteuse. Donc voilà la recommandation qu'il a suivie au pied de la lettre. Si tu veux, ça l'a beaucoup aidé de ce point de vue-là. Smecta, je ne vais pas mentir, hein, si je fais un marathon, je prends un Smecta avant, mais j'évite de donner ça comme conseil aux gens. Psyllium, tu Euh, peux donner du psyllium. ouais, aussi, oui. Bah, après, mais je ne rentre pas trop dans ce domaine-là, mais Ouais, c'est tu rentres pas dedans. juste Ouais, ouais. Non, mais ouais. tu peux l'aborder avec un nutritionniste qui va l'aborder avec eux. Non. Bah, il y en a qui en ont, je les conseille d'aller voir parce que c'est pas ma compétence. Moi, ma Mhm. compétence, c'est de mettre des entraînements où ils essayent leur bouffe. Et juste le dernier point, tous ceux qui ont des problèmes gastriques, la plupart du temps, c'est quand même souvent lié au départ trop rapide. Ouais, ok. Mm. Ouais, ouais, logique. Moi, le premier. Ouais. Euh, bon, moi, j'aurais discuté des heures, mais Romain doit bientôt partir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pendant ça, je vous affiche la dernière semaine d'affûtage que vous pourrez commenter ou pas. Je m'en fous. Mais en tout cas, j'anticipe parce que si on doit raccrocher d'un coup, c'est un plaisir d'avoir Ah bah. discuté de ça déjà. Et là, on en roue libre jusqu'à la fin. Donc, allons-y sur la discussion. Je voulais faire une idée, tu vois, c'est un truc que nous, j'ai fait, c'est tu sais, le 4x4x48 de Goggins. Je trouve que Ouais. ça se prête particulièrement à ce genre ça se prête particulièrement à ce genre d'effort. Alors en changeant les formats, il y a plein de trucs, mais tu sais, de t'obliger à repartir, de bouffer, de repartir, de dormir un tout petit peu, je trouve que c'est hyper intéressant. Tu peux rappeler ce Euh, que c'est, Romain, s'il te plaît? c'est courir. Le vrai truc, c'est courir un miles. Donc, ça fait 6,4, 6,5 toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc, du coup, tu fractionnes ta journée, tu manges, tu vas courir, tu essayes de dormir un peu au milieu. Et je trouve qu'en termes, tu vois, le gars qui va préparer l'UTMB, en termes de rusticité, on fait difficilement plus dur. Et, Mm. euh, et du coup, tu as ce moment où bah, tu es en sommeil perturbé, quoi. Tu cours en dette de sommeil et c'est assez intéressant. Euh, Tu vas où, et, Nico? Je vous écoute. et, euh, et je pense que c'est un truc, si, voilà, moi, si j'entraînais un gars pour l'UTMB, qu'il n'avait pas d'expérience avec la dette de sommeil, c'est quelque chose que je ferais. Alors, ce format-là ou autre chose, mais je l'exposerais à de la dette de sommeil, à de la privation. Pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'entraîner quelqu'un qui a réussi les concours du RAID.
Et un des trucs très difficiles qu'il y a dedans, c'est ça. C'est les privations de sommeil parce qu'on réagit tous de manière différente. Et donc, ça me paraît être très, très important, surtout quand tu fais 30 heures. Que du coup, il reste un paquet de temps après la nuit à passer, quoi. Donc, et tu peux voir comment tu fais ta bouffe, comment tu gères ta nutrition, tout ça. Ouais. Cet été, moi, j'ai testé un truc pour moi. Je me suis fait le Kettlebell Mile, qui est un truc À porter. Ouais, en fait, alors tu es censé le prendre en suitcase, hein, mais tu le trimbales comme tu veux. Tu montes à 30% de ton poids de corps sur le KB. J'ai commencé un petit peu en dessous de ça pour m'habituer. Et je le faisais 4-5 fois par semaine. Au final, j'ai embarqué mon fils avec un KB de 12 kilos aussi. Et c'est assez fun parce que du coup, en fait, selon les jours, un peu comme dans la course, tu sais, t'as le trapèze qui prend, t'as l'avant-bras qui prend, t'as les obliques qui prennent, t'as la foulée qui prend un peu plus. Et ce que j'aime bien dans l'idée de ce programme, c'est que tu es censé à la fin raccourcir ton temps sur le mile. Donc, moi qui cours quasiment plus parce que j'ai le genou en vrac, j'ai une cheville en vrac, j'ai plein de trucs qui sont abîmés par les sports de combat. En fait, ça me permettait de marcher tous les jours, de marcher de plus en plus vite et de me dire, bah, si à un moment, sur un mile avec un KB de 24 kilos, j'arrive presque à trottiner, quand je vais le poser, je vais pouvoir reprendre des petits volumes sur la course à pied. On me parlait tout à l'heure de la résilience des tissus et tout. Ils se seront un petit peu réhabitués. Et en gros, c'était un peu mon outil PPG que j'ai utilisé minimaliste cet été. Et ça me fait penser, Loïs, ça me fait penser au rocking. Vous n'utilisez pas, Nico, ça? Marche, Et c'est le principe de ce qu'il dit Loïs, c'est de marcher, tu sais, par exemple, tes 4 heures de rando à ton gars, bah, tu lui fais faire avec un sac de 15 kilos ou de X% de poids de corps, peut-être c'est plus pertinent que. Et tu vois. Alors justement, je rebondis sur ça. C'est pour ça qu'il dit 30% du poids de corps sur le kettlebell mile, parce que le gars est chercheur qui a fait le programme. Au-delà de 30%, tu as des modifications significatives de la De foulée. top. En dessous, tu conserves quelque chose d'assez spécifique. ah, ce qu'il faut pas oublier, alors c'est pas un pourcentage de poids de corps. Il y en a qui m'ont parlé du rocking, et j'en ai un qui en faisait et c'était très bien. Mais c'est que finalement, quand tu vas faire des sorties longues à la journée, tu pars avec 4 litres de flotte. Alors après, ton poids de flotte, il baisse, mais tu pars avec ton matériel. Et donc, tu es déjà souvent chargé quand tu le fais. Ou à la rando journée un petit peu. Donc, c'est pas du vrai rocking, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quand même cette notion-là. Après, je n'ai pas dit que c'était inintéressant, hein. Je pense que ça peut se faire dans certains cas, surtout ceux qui n'ont pas accès à du dénivelé. Ça se fait un peu naturellement, mais si je suis très honnête, je n'ai pas poussé ce. Pourquoi tu rigoles, Loïs? Je n'ai pas poussé Parce que j'ai le vice une jusque-là. blague à la con qui m'est venue en tête, donc c'est pour ça. Vas-y, t'en as pas fait encore, tu as le droit. Parce que Je avant fais que du Romain doive rocking et des partir. roulades. Rocking et roulade. Rock and roll. Voilà. J'ai rigolé tout seul comme un connard pour ça. Voilà. Ouais, c'est dur. Euh, non, mais oui, après, mais en vrai, l'avantage du rocking, par contre, j'en vois un vrai, c'est que si tu es surchargé, ça va obliger les gens à pas se déplacer trop vite à l'entraînement. Et finalement, c'est leur allure de compétition. Donc, tu vois, ça pourrait être intéressant de ce point de vue-là. Ça peut être une alternative à la muscu aussi. Alors, bien sûr que ça change, c'est pas Mm. exactement la même chose, mais si tu as du temps, bon, je vais devoir y aller, les gars, mais Ouais. tu vois, si tu as du temps, ben, je pense que c'est un truc que tu peux incorporer au même titre que la découverte des mouvements, comme il expliquait Loïs tout à l'heure, tu vois, des nouveaux patterns. Plus tu as du temps, plus je pense que de mettre de la variété. En tout cas, voilà, si je devais entraîner un mec qui fait l'UTMB, si j'avais beaucoup de temps, j'en mettrais beaucoup de variété. Et si j'ai moins de temps, je me C'est de la presse. consacrerai sur l'essentiel. Ouais, sur l'essentiel Mm. et sur courir. Et sur courir. C'est une belle conclusion. Loïs, tu veux conclure? Comme ça évite de terminer comme des voleurs. On aura le temps de se dire au revoir. Bah non, vu que tu viens de bâcher ma blague, je suis un peu en déprime. Mais non, c'était cool. Merci pour l'échange, Merci à vous. les gars. C'est C'était bien. vraiment un plaisir. Et c'est hyper riche en fait de faire ça parce que on s'aperçoit que quand on est seul dans son coin, on pense à des trucs. Alors, ok, on échange, certains, on a des petits groupes, on échange les uns avec les autres. Mais là, en live, tu vois, un peu staff meeting au final, bah, il y a beaucoup plus de choses qui émergent parce que tu peux rebondir sur l'idée de l'autre et tout. Donc, non, franchement, c'était très cool. Moi, j'ai bien kiffé. Ouais, Romain? merci pour l'invite. Bah, merci beaucoup, c'est génial. Encore une fois, c'est cool de pouvoir échanger avec vous. Merci. Je repars avec plein d'idées.
Ouais, moi aussi. Pareil. Le sandwich en rocking en 18-6. Je pense qu'on va faire ça. C'est parfait. Euh, C'est le bon bordel. ouais, c'était top. C'est vrai que je n'ai pas demandé la définition de l'endurance, mais on n'aura pas le temps. Et je voudrais juste un dernier point, parce qu'en fait, je trouve que l'approche de la prépa UTMB était méga bonne, mais en tant que vrai préparateur physique spécialiste de la force, faites-moi un résumé, et on aura le temps avant 16h05, un conseil aux sportifs d'endurance sur l'approche du renforcement. Romain, à toi l'honneur. Comme ça, si tu dois partir, ça sera bon. Si je devais leur donner un conseil, comme ça, de ce que je vois de l'extérieur, et encore une fois, ça va dépendre des contextes, mais prenez soin de vos pieds et de vos mollets sur le renforcement. Vraiment. Et n'oubliez pas qu'un mollet, c'est deux muscles et qui ne s'entraînent pas de la même manière et qu'il y a une partie avant aussi sur le tibia et d'entraîner vos pieds. Ok. Loïs? Je dirais que sur l'endurance, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une forme de déconnexion qui est importante. Et sur l'entraînement de la force, il faut se reconnecter et amener plus de conscience. C'est ce que je constate le plus chez les sportifs d'endurance. C'est on reste dans le même mindset et du coup, en fait, ils peuvent faire 3000 swings avec 24 kilos, alors qu'en fait, en 3 séries de 10, si tu contractes, tu es dans le truc. Et je pense que c'est là où ils ont le plus de gains, sur l'attention et l'attention. Ok. Moi, je me donne la parole à moi-même. Vaut mieux mettre moins lourd que trop Bravo. lourd. Je suis sportif d'endurance. Bon, merci à tout le monde. En tout cas, merci à vous, c'était top. Merci Merci beaucoup, les gars. beaucoup. Merci Nico. Ciao, ciao. Ciao. Allez, à bientôt.